Quatre professionnels. Des discussions ouvertes, une passion commune. Les intervenants immobiliers vous offrent un podcast pertinent, léger, vulgarisé, en toute humilité. Suivez-nous pour découvrir les sujets qui répondront à vos questions. En fait, aujourd'hui, je suis très content de faire ça avec vous. On lance notre podcast, Les intervenants immobiliers. Très, très content d'être capable de présenter ça à nos clients et à des futurs acheteurs également, de où est-ce qu'on s'en va un petit peu. Donc aujourd'hui, on va être capable de vraiment venir démystifier c'est quoi le rôle, puis pourquoi on a lancé les intervenants immobiliers. Donc aujourd'hui, je voulais commencer peut-être à faire un petit tour de table. Céline, pourquoi tu es courtière hypothécaire? Alors, moi, en fait, c'est vraiment simple. J'ai été avant conseillère dans une banque et je trouvais que mon service n'allait pas à 100% dans mes attentes, en fait. Je trouvais qu'il me manquait toujours un accompagnement qui était plus personnalisé. J'étais toujours brimée par des objectifs de banque, par des ventes et je trouvais vraiment qu'on avait besoin d'accompagner les gens en profondeur et surtout, moi, dans mon domaine en tant que courtier hypothécaire, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de leur proposer différents produits de différentes banques versus d'être bloqué dans mon institution à moi avec les produits qui n'étaient pas toujours adaptés au meilleur pour mes clients. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi... D'être capable d'avoir plusieurs produits, pour toi, c'est important parce que le service à la clientèle, d'avoir quelque chose de mieux pour le client, c'est... Effectivement, d'avoir déjà plusieurs produits, d'avoir du temps, parce que quand tu travailles dans une institution, tu réponds plus au téléphone après une certaine heure. Les week-ends, tu n'es pas non plus là pour tes clients. Alors qu'en ce moment, on sait que le marché qu'on a, puis Joanie pourra en témoigner, que de changer une préqualification un samedi soir à 10h, si ta banque est fermée, tu loupes ta vente. Donc ça, pour moi, c'était vraiment un plus de pouvoir offrir ça à mes clients, puis d'être là pour les accompagner, les guider, les conseiller, de faire un peu office de grande sœur, de maman un petit peu, surtout pour des premiers acheteurs. Et on le sait très bien, on a tous été premiers acheteurs à un moment. C'est une aventure qui donne le vertige, c'est énorme, c'est gros, on ne sait pas vers qui se tourner. Nos parents, souvent, ne sont pas les meilleurs conseillers, ils l'ont fait une fois dans leur vie. Nos amis, c'est la même chose, donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir leur offrir l'accompagnement à 100%. Puis, question comme ça, est-ce que tous les courtiers travaillent avec toutes les banques ou est-ce que vous travaillez avec des banques différentes? Alors, chaque cabinet est affilié à certaines banques et aussi chaque courtier a des accréditations. Ce n'est pas tous les courtiers qui sont accrédités pour toutes les banques. Donc après, plus vous êtes un courtier avec du volume, avec des bons dossiers, ça va vous permettre vraiment d'aller acquérir le plus de prêteurs possible. Donc, comment je pourrais dire, les banques que tu fais affaire avec, ils vont regarder le nombre de dossiers qui passent, la qualité de tes dossiers, comment tu les montes. Donc, effectivement, c'est important. Puis, c'est aussi un petit peu le rôle du courtier. Lui, il va savoir chez quelle banque il va envoyer ton dossier, suivant si tu es un travailleur autonome, si tu achètes du locatif, ton type de produit, ton type de revenu. Donc, on a quand même ces connaissances que le courtier va avoir pour vous conseiller d'aller vers telle et telle banque. Mais ce n'est pas lui qui va prendre la décision finale du choix de la banque. Ça reste le client quand même qui va avoir son choix à faire. OK. Ah, c'est cool. À toute fois qu'on se parle, toute fois que je parle à Céline, j'apprends quelque chose. On en apprend à chaque fois, ouais. Pourtant, je pensais connaître ta job bien comme il faut, mais finalement... Toujours des surprises. Cool. Puis, par rapport à ton rôle de courtier hypothécaire, pourquoi les intervenants immobiliers? Pourquoi on a décidé de cofonder ça? C'était quoi, toi, ta vision? Alors, moi, ma vision, c'était que j'avais envie de m'entourer de professionnels qui étaient des gens de cœur et des êtres humains vraiment qui étaient là pour le bien-être du client et pas pour le bien-être de sa poche financière. C'est peut-être un petit peu cru de dire ça comme ça, mais je trouve que j'avais vraiment envie, dans notre milieu, on le sait, il y a des gens qui font ça vraiment pour le porte-monnaie, malheureusement, et je trouvais que ça m'a pris du temps de vous trouver et qu'on se trouve tous, mais je trouve qu'on est vraiment une équipe qui travaillons vraiment dans la bienfaisance, moi, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment... Bienveillance de notre client. Exactement, merci. C'est vraiment ça, on est vraiment là, un peu comme une grande sœur, un grand frère, quelqu'un qui leur voudrait du bien. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, puis surtout de les guider, parce qu'on a déjà eu la chance d'avoir quelques dossiers en commun. Et ça, c'est quand même vraiment bien, parce que les clients, ils ne sont pas de questions, ils appellent l'un de nous, puis on arrive à les référer à la bonne personne. Et je pense qu'ils se sentent quand même vraiment épaulés dans leurs transactions. Donc, au niveau de l'encadrement, c'est ce qui vient faire une différence, d'être capable de les accompagner, puis de savoir que quand tu viens référer ou proposer quelqu'un d'autre, tu proposes la bonne personne. Tu as quelqu'un qui a exactement la même vision que toi. Moi, c'était un petit peu ça également
d'avoir des gens dans mon entourage que si je les réfère à mes clients, c'est mes amis. Là. Mes clients, je fais attention à eux. Je suis comme un grand frère, comme un enfant, comme un père. L'idée, c'est d'être capable de leur offrir le meilleur. Donc, si je viens référer quelqu'un puis que je veux vraiment qu'il ait le meilleur produit, bien, par la suite, ça s'en va par la bande avec les intervenants immobiliers, d'être capable de faire le ABC là, de A à Z d'une transaction immobilière. Donc, je pense qu'on est bien entouré. C'est ça que j'aime avec Guillaume, c'est que Guillaume va toujours faire passer le besoin du client avant le besoin de ton portefeuille. Puis je pense que c'est pas faux de dire ça pour tout le monde, dans le fond, qui est ici, là, c'est qu'on fait passer le client avant le portefeuille, puis comme ça permet justement d'avoir le portefeuille qui va se remplir par la suite. Donc on va quand même gagner notre vie, mais on fait passer le besoin du client en premier, puis on n'en manque pas de sous après ça. Là. C'est ça la vision, en fait, que les gens devraient avoir, puis c'est un petit peu le pourquoi il y a encore du tabou au niveau des finances, puis je crois au niveau des conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers. Souvent, il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences parce que le conseiller arrive en vendeur de produits. Donc, voici des assurances, voici des placements, signés en bas, ça correspond à vos besoins. J'ai plus une vision de conseil. Donc, au niveau de quand on rentre dans une rencontre avec un client et qu'on vient faire une analyse avec lui, on est capable vraiment de lui proposer des stratégies. Moi, c'est vraiment la vision que j'ai, d'être capable d'aider de A à Z. Si la meilleure stratégie pour le client, c'est de ne rien acheter comme produit avant 5 ans et de seulement avoir un prélèvement automatique dans un compte épargne, ça sera ma recommandation. Pour un achat de maison, là, si on revient aux intervenants immobiliers, l'idée, c'est d'être capable d'acheter la maison. T'sais, c'est quand notre projet, quand est-ce qu'on va venir concrétiser cet achat-là, ben, au niveau des recommandations, ça va dans le même sens. L'idée, c'est pas de venir faire de l'argent. L'idée, c'est d'être capable de proposer au client ce que lui a de besoin. Donc, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. Je pense que c'était un must, en fait, d'être dans ce groupe-là pour ça. Toi, Mathieu, en tant qu'inspecteur en bâtiment, je pense que si tu peux expliquer un petit peu, toi, ton rôle, ça ressemble à quoi? Dans le fond, le rôle d'un inspecteur, c'est souvent dans une pré-achat, donc c'est avant de conclure la transaction, avant d'acheter la propriété. Dans le fond, on fait une inspection pré-achat. Dans le fond, le but, c'est d'aller vérifier la maison, d'aller vérifier l'état de la maison, de sortir les bobos qu'elle a, court terme, moyen terme et long terme, de pouvoir justement mettre ça sur papier pour le client avec des photos. Donc un rapport qui est vraiment développé pour que le client puisse prendre soin de la maison au fil du temps s'il l'achète et au moins savoir dans quel état la propriété elle est en ce moment pour savoir si ça vaut la peine pour lui de l'acheter ou non. Donc ça ressemble un peu à ça. Quand tu fais une inspection, Mathieu, tu ne dis jamais des bonnes nouvelles, c'est ça que je comprends? Ben écoute, ma job à moi, c'est de trouver bobo. Si je passerais mon temps à parler de ce qui va bien, on serait là toute la journée. Là. OK, d'accord. Moi, je me rappelle d'un dossier avec Mathieu. Je me rappelle, c'était une référence que j'ai offerte à Mathieu. Puis Mathieu m'a dit, écoute, ça a mal été l'inspection, mais j'ai été transparent avec le client. Puis après une demi-heure, j'ai dit ciao, bye, fais juste payer mon gaz. Puis je pense qu'on va s'en sortir comme ça. Puis ça, c'est ce que j'apprécie de Mathieu, c'est qu'il va être cash avec le client de A à Z. Puis je pense que c'est vraiment ce qui vient faire la différence parce qu'il y en a beaucoup qui auraient complété l'inspection et qui auraient chargé le prix total pour quelque chose que clairement le client n'aurait pas acheté. Donc ça, c'est ce que j'apprécie. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je mets au clair pour nos millions de viewers. C'est que... Dans le fond, j'ai pas dit au client de ne pas acheter la propriété parce que c'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est vraiment d'éclairer la personne pour qu'elle puisse prendre sa décision. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent affecter il y a tellement de facteurs qui peuvent affecter une décision. Ça peut être des fois j'ai déjà vu des gens acheter une maison que financièrement, ça faisait aucun sens, la logique de payer ce montant-là. Par contre, ils étaient à 2 rues de l'école de leurs enfants. Donc, pour eux, ça valait plus que qu'est-ce qu'ils... Ils devraient mettre plus d'argent là-dessus parce que c'était pas grave pour eux. Donc, ça varie. Par contre, avec ce client-là, ce qui est arrivé, c'est que à force de sortir des problèmes au niveau de la fondation, de la structure, je voyais le temps devenait de plus en plus blême. Là. Et puis, donc, après ça, on a eu une discussion avant de continuer l'inspection. Puis, il a réalisé que non, attends, je suis pas intéressé du tout à acheter la propriété. J'attends que tu finisses l'inspection avant de partir. Donc, j'ai dit, ben écoute, on va arrêter ça là. Ça donne rien. On perd tout notre temps. On perd le temps des courtiers. On perd le temps de tout le monde ici. Là. Ça sert à rien. On va arrêter ça là. C'est pas plus grave. Puis, dans ce temps-là, ben, j'ai baissé la facture justement de plus que moitié du prix. Là. Mais je pense que c'est apprécié. Moi, les clientes à qui tu as fait ça la dernière fois, elles ont vraiment apprécié. Puis, elles ont hâte de faire une nouvelle offre. Là, pour que tu reviennes faire une inspection complète. J'ai l'air de quelqu'un qui fait juste ça. Non. Couper des inspections à moitié. Non, mais quelqu'un d'honnête. Moi, je trouve que là. c'est... Ouais. Tu sais, les clientes, elles ne regrettent pas, là. À mon avis, si elles avaient acheté la maison, elles auraient sûrement eu beaucoup plus de remords par la suite quand même. De toute façon, je pense que notre but, c'est d'être transparent sur toute la ligne. Comme si c'était ton frère ou ta sœur qui avait acheté, tu aurais dit la même chose. Donc, la transparence et l'honnêteté, c'est bien.
Oui, absolument. Donc, pour un rabais, on appelle Mathieu Lévesque. Ou si vous n'avez pas le temps pour l'inspection, il va vous la faire en... En 15 minutes. Non, parce qu'une de ces jokes, c'est pas ça, justement. Ouais. Une de mes jokes que j'ai tout le temps à l'inspection, puis là, pour ceux qui m'écoutent, qui ont déjà fait affaire avec moi, je dis tout le temps aux clients que ça me prendra le temps que ça prenne de faire l'inspection. Ma femme m'a juste dit de rentrer coucher à la maison. Tant que je suis rentré avant l'heure du coucher, c'est correct. Puis une inspection, ça prend combien de temps généralement? Une maison moyenne, 3 chambres? Ça, ouais, mettons un bungalow standard, là, 3 chambres, une salle de bain, une salle d'eau, là, on parle de plus ou moins 3 heures d'inspection. Ah oui? Donc ça varie d'inspecteur en inspecteur, mais avec moi, c'est autour d'un 3 heures. Puis là, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Est-ce qu'on inclut le garage? Est-ce qu'on exclut? Est-ce qu'on faisait une caméra thermique? Est-ce qu'on faisait donc, est-ce qu'on poussait de l'inspection plus loin ou c'était une inspection plus générale de base? Là? D'accord, donc tu offres différents types d'inspections suivant le besoin de la clientèle? Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'offre tout le temps le même service qui est vraiment complet comme inspection. Par contre, la seule affaire que je peux ajouter des fois de plus, ça va être au niveau de la caméra thermique et de l'hygrométrie. C'est pas tous les inspecteurs qui sont équipés de ce genre d'appareil? Non, pas du tout, pas tous les inspecteurs. C'est vraiment important que si vous prenez un inspecteur qui fait ça, d'avoir les certifications pour, de savoir vraiment qu'est-ce qu'il Moi, fait. je pourrais pas faire la... Non, je pourrais pas. Tu risques de fausser. Mais tu pourrais, c'est pas très dur à passer une caméra sur des murs là, pour voir Il faut savoir pouvoir lire par contre le résultat, j'imagine. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est de savoir comprendre est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de fausser mes données, est-ce que je dois rendre avec l'infrarouge, est-ce que je dois aller dans un angle différent. Mais je pense que ça pourrait être un beau sujet de podcast et puis éventuellement la thermographie. Okay. Sans s'écarter, je trouvais ça le fun parce que tu l'as expliqué un petit peu dans nos conférences, mais t'expliquais que n'importe qui peut être inspecteur en bâtiment. Puis moi, c'est quelque chose qui m'inquiète, en fait, là, quand tu t'imagines acheter une propriété, puis tu te dis, mon Dieu, si j'appelle quelqu'un sur Google, c'est quoi, il y a une chance sur 2 qu'il n'y ait pas de compétences. Fait que je pense que de faire les recherches, puis de vérifier si les gens ont les bonnes assurances, qui ont les bonnes compétences, qui ont un background en construction ou autre, ben, c'est ce qui vient faire une différence. Puis toi, de ton côté, tu as un background en construction, au niveau des toitures également. Donc, Oui, exactement. Dans le fond, j'ai 10 ans de construction. Et puis, dans le fond, je suis devenu inspecteur sur une blessure. Fait que j'ai pas été dans le domaine de l'inspection de façon... parce que je voulais être là-dedans. C'est vraiment la vie qui m'a apporté à ça. Donc, je suis devenu inspecteur sur une blessure. Puis, dans le fond, sinon, je serais continué comme charpentier menuisier. Ça aurait été ma job. J'aurais continué. J'aimais beaucoup ça, mais... Donc, ça veut dire, toi, tu es capable de monter sur n'importe quel toit, vu que tu as quand même déjà un petit peu plus d'expérience sur les toits que certains, non? Ben, c'est ça, exactement. Dans le fond, je suis inspecteur en bâtiment, mais vous savez déjà, mais je suis expert en toiture également. Donc, toiture, infiltration d'eau, toiture entre toit et infiltration d'eau. Puis, dans le fond, pour les toitures qui sont un petit peu hautes, ben, moi, j'ai une échelle de 32 pieds. Donc, 32 pieds, d'habitude, 3 étages hors sol, là, je regarde d'aller sur la toiture. Puis, mais pour en revenir à ce que Guillaume disait, au niveau des inspecteurs, oui, n'importe qui peut être inspecteur en bâtiment. Donc, c'est vraiment important de poser les bonnes questions, de s'assurer que l'inspecteur a un background, une certaine certification, qu'il y a un niveau de compétence que nous, on est à l'aise à engager. Vous n'avez pas d'ordre professionnel, mais est-ce que vous avez des regroupements d'inspecteurs ou est-ce qu'on peut demander des cartes? Oui, ben en fait, on est des associations. Donc, il y en a plusieurs, là, je n'ai pas les nommer. Mais dans le fond, il y a plusieurs associations. Et puis, bientôt, il va y avoir le Bureau de normalisation du Québec, donc le BNQ, va avoir une norme de pratique qui va être obligatoire pour tous les inspecteurs. On va être certifié, tout ça. Là. Je pense que ça s'en vient au cours de l'année 2023. Là. Donc, vous allez ressembler un petit peu à ce que nous tous on a avec l'AMF ou l'OACIQ. Vous allez avoir une réglementation un petit peu plus encadrée. Exactement. Mais nous voulons être une encadration par nous-mêmes, mais c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Là. En fait, nous, comme courtier immobilier, là, quand on réfère un inspecteur, il y a des choses qu'on doit vérifier avant de référer un inspecteur. Est-ce qu'il nous fournit un rapport écrit, première des choses. Deuxième des choses, est-ce qu'il y a une assurance responsabilité? Tout ça, c'est des éléments là, qu'avant, nous, courtiers immobiliers, de référer un inspecteur, on doit vérifier là, certains petits points là, que Mathieu possède, évidemment, parce que ça a déjà été vérifié. Mais quand on suggère 3 inspecteurs à nos clients, tout ça, ça doit déjà être vérifié. Fait que c'est pas n'importe qui qu'on laisse non plus appeler nos clients. On leur donne des points. Regardez, vous voulez pas prendre quelqu'un de notre liste, ça ne nous dérange pas, c'est libre à vous, mais vous devez vous assurer que ces clients-là, cet inspecteur-là, détient certains points obligatoires. Là. Il y a comme un minimum. Là. Oui. Si tu es prêt à référer, au moins le mettre sur tes 3 noms que tu réfères à tes clients, tu veux au moins avoir fait les recherches pour eux. Là. Bon, en fait, c'est obligatoire d'avoir fait les recherches. Là. Je peux pas référer un inspecteur qui ne remplit pas ces normes-là. Okay. Puis moi, j'ai une question par rapport à ça, Joanie. Toi, ton rôle, parce que ton rôle, oui, tu vas t'assurer d'avoir un inspecteur qui remplit toutes les cases. Oui. Mais quel est ton rôle, toi, en tant que courtier immobilier? Mon rôle, en fait, c'est principalement d'accompagner et de conseiller mes clients. Donc, évidemment, là, je les accompagne au jour 1 où ils décident d'acheter une maison. Un coup qu'ils ont rencontré Guillaume, un coup qu'ils ont rencontré Céline, qu'on a une
préqualification ou des fois, ils n'ont pas de préqualification. Puis là, à ce moment-là, c'est à moi de leur suggérer d'aller voir des courtiers hypothécaires qualifiés pour avoir le montant, dans le fond, sur lequel ils sont autorisés à emprunter. Puis après ça, on peut débuter les recherches. Fait que c'est vraiment d'aller voir c'est quoi les besoins, c'est quoi les priorités, parce que des fois, on peut avoir des besoins, mais on n'a pas nécessairement le budget qui va avec, dans quelle région vous souhaitez. Fait qu'il y a plusieurs, on fait une rencontre d'approche, puis on regarde ensemble tout ce qui touche à la maison, puis les priorités de chaque personne dans le couple ou la famille. Puis ensuite de ça, moi, je débute des recherches, je vous envoie ça, on regarde ensemble c'est quoi le style. C'est pas parce qu'une maison a 3 chambres, 2 salles de bain que ça correspond nécessairement à ce que vous voulez. Peut-être que c'est le secteur, peut-être que c'est le style de la maison, ça peut être beaucoup de choses. Donc après ça, on affine tout ça. Puis avant d'aller visiter une maison, moi, ce que je fais toujours, c'est que je lis la déclaration du vendeur et je regarde tous les documents. Fait que, certificat de localisation, est-ce que la propriété est en zone inondable? Est-ce qu'on a des servitudes? Bref, il y a beaucoup de choses à regarder avant de dire oui, on va sur une visite. Quand on est rendu sur la visite, généralement, on a un portrait global de la maison, donc avec le certificat de localisation, avec la déclaration du vendeur. Des fois, il y a des factures qui ont été ajoutées aussi par le courtier. Donc, c'est vraiment à moi de regarder tout ça. Quand on est sur la visite, bien évidemment, j'accompagne toujours mes clients à la visite, c'est important. Puis, on prend le temps de vraiment bien faire le tour. C'est quand même le plus gros achat d'une vie, on s'entend. Donc, on regarde vraiment et je suis là dans un rôle très externe. Je ne suis pas émotive par rapport à ça. Souvent, les clients sont émotifs par rapport à l'achat d'une maison. Mon rôle, c'est vraiment d'être transparente puis de prendre un pas de recul et de les conseiller. Parce que des fois, sur le coup, on visite une maison en 15 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure. Sur le coup, on voit pas tout. Donc, mon rôle, c'est vraiment de prendre un pas de recul puis de bien aiguiller mes clients. Puis après ça, c'est évidemment la rédaction des documents si on va de l'avant, soit d'une promesse d'achat ou autre chose, dans le cas d'un acheteur. Puis, c'est de les accompagner, de leur suggérer les meilleurs professionnels que je connaisse pour vraiment poursuivre la transaction, puis les accompagner chez le notaire à la fin. Donc, c'est un rôle autant de conseil, d'accompagnement que de suggérer les meilleurs experts. De ton côté, qu'est-ce qui te différencie de les nombreux courtiers qu'on a au Québec? Juste 2, 3. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui me différencie? Principalement, je dirais ma rigueur, ma transparence puis mon honnêteté. Si c'est pas une propriété pour vous, je vais vous le dire. Si j'en trouve une moins chère, je vais également vous le dire. Je vous cacherai pas ce qu'il y a sur le marché. Ça se peut qu'on arrive dans une propriété puis que finalement, la propriété, là, j'ai des réserves. Donc, je vous émets mes réserves. Évidemment, ça reste votre décision. Je suis là toujours dans un rôle de conseil et d'accompagnement. Ce n'est pas moi qui prends les décisions. Et je tiens à ce rôle-là. Donc, je le répète souvent à mes clients. Je suis très, très disponible pour mes clients. Un courriel, un texto, un appel, généralement, là, si je ne suis pas disponible dans l'instant, autour de 3-4 heures, là, vous allez avoir un retour. Puis, donc, c'est pas mal ça pour mon authenticité. En fait, je pense que c'est ça qui fait la différence comme courtier. Pour ma part, en fait, c'est ce qui a fait la différence pour qu'on travaille les 4 ensemble. J'adore les gens qui sont... ils sont francs. Honnête. Je manque pas de ça, je crois. High five pour l'honnêteté, la transparence. Ça, c'est un must, en fait, pour tout le monde, vous diriez, mais il y en a qui le sont moins. Donc, j'adore quand les choses sont adressées, très claires et très adressées sur la table comme ça. Donc, non, vraiment, vraiment satisfait. Puis toi, de ton côté, au niveau du groupe, au niveau des conférences qu'on a mis sur pied il y a quelques mois, comment tu vois ton rôle de courtier versus... En fait, souvent, il y a beaucoup de mythes autour d'un courtier immobilier. Donc, c'est vraiment de venir démystifier c'est quoi le rôle d'un courtier immobilier. Encore une fois, ce n'est pas moi qui prends les décisions aux clients. Donc, c'est important de leur dire pendant les conférences, écoutez, on est là pour vous accompagner, vous aiguiller, vous donner les meilleurs conseils possibles. Puis, tu sais, il y a tout un aspect légal aussi au courtage immobilier. Il y a tout un aspect, moi j'appelle ça l'iceberg, là. C'est ce que vous pensez, ce que vous voyez, c'est les visites, les téléphones, puis tout ça. Mais en dessous de ça, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'aspects légaux au niveau de la rédaction des contrats. Fait que c'est de tout montrer ça aux gens. Tu sais, juste, mettons, on a fait une conférence là, récemment sur les condos.
Mais tu sais, il y a des règlements, il y a des déclarations de copropriété. Est-ce que les gens sont informés de la nouvelle loi par rapport au condo? Fait que ça, c'est mon rôle de courtier. Puis je trouvais ça important d'informer les gens gratuitement, on va se le dire. Les intervenants, c'est bénévole. Faut le répéter. Oui, c'est ça. Donc, les intervenants, c'est bénévole. De donner le plus d'informations aux gens, je veux dire, c'est pas une information qui est payante dans la vie. Là. Tous les gens devraient être informés de ce qu'ils possèdent, ce qu'ils peuvent avoir comme service avec un courtier immobilier, avec un courtier hypothécaire, bref, avec tout le monde. Mais pour moi, c'était principalement ça, c'est d'offrir le plus d'informations possible pour que les gens puissent choisir un courtier immobilier, moi ou un autre, en toute confiance et transparence, puis sachent les bonnes questions à poser à leur courtier immobilier. Et qu'ils aient les bons outils. Moi, exact. Là-dessus, je t'appuie à 100%. De toute façon, si on avait des premiers acheteurs qui étaient tous outillés et informés, il y aurait des transactions qui se passeraient beaucoup mieux, moins de regrets pour certains. Mais sans nécessairement, Céline, que ce soit un premier acheteur. Je pense que tous les acheteurs et les vendeurs devraient être accompagnés par un professionnel. Et je tiens à dire, c'est un professionnel. On a quand même étudié dans le domaine. On est régi, pour ma part, par l'OASIC. On est encadré. Là, on a une agence. On ne fait pas n'importe quoi at large. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Justement, tu dis pas seulement les premiers acheteurs, parce que ça, on a acheté une maison il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, oui. Et qu'on retourne dans ce bassin-là qu'on a en ce moment, en 2022, il y a quelques petites choses qui ont changé. Ouais, effectivement. Beaucoup clairement depuis 2020. Donc, je pense que ça vient faire une différence au niveau des conseils que tu peux apporter, parce que, justement, nos conférences sont gratuites. Donc, des fois, on peut avoir acheté une maison il y a 10 ans, on pense qu'on connaît tous les petits trucs qu'il peut y avoir, mais je pense qu'il y a beaucoup de mythes dans chacun de nos domaines. Puis la chose aussi qui est importante à comprendre, c'est qu'on est tous travailleurs autonomes. Donc, le fait d'être travailleur autonome, ça veut dire qu'il y a un autre travailleur autonome qui fait exactement le même rôle, mais d'une autre façon complètement différente. Oui. Donc, d'être à notre conférence, ça peut des fois nous montrer une autre vision de où est-ce qu'on s'en va. Puis ça clique peut-être plus avec cette personne-là par rapport à nous, ce qu'on veut. Mm-hmm. Mais tu sais, même que, pour en rajouter là-dessus, c'est que justement, tu peux, des fois, tu viens de la conférence, d'une conférence qu'on fait, par Zoom, ça peut des fois aussi confirmer que la personne que tu as déjà dans ton entourage, ben, c'est la bonne personne. Ça peut arriver aussi. Là. Oui. Que la personne à qui tu fais affaire déjà, ça fonctionne. C'est ça, c'est important. C'est important, peu importe à qui tu fais affaire, qu'il faut que ça fonctionne. Il faut avoir confiance à cette personne-là. C'est pour cette raison-là aussi qu'on donne cette information-là qui de façon gratuite. Là. Nos conférences sont gratuites, le podcast il va être gratuit, tout est gratuit. L'idée, c'est qu'on soit capable de donner le plus d'informations possible pour que les gens soient bien outillés justement dans le marché dans lequel on vit. Acheter une maison, comme Joanie a dit, c'est un très gros investissement. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je pense que c'est important d'avoir des gens qui nous accompagnent puis qui nous ressemblent, en fait. Je pense que c'est ça qui est le best, c'est que tu veux pas avoir quelqu'un qui est à l'opposé de toi, là, aux antipodes, qui n'a pas la même vision d'un petit peu justement d'acheter une maison, des conseils au niveau financier, que ce soit au niveau des produits. Tu veux avoir quelqu'un qui travaille pour toi puis qui est là en tant que conseiller. Je pense qu'on vient tous conseiller d'une certaine façon nos clients. Donc, moi, pour moi. En fait, je trouve qu'on vient enlever le stress de la transaction sur nos clients. Moi, je le vois au quotidien, des clients qui nous textent et de nous rappeler tout de suite, dire « Ah merci, ça va vraiment mieux, je me sens plus en confiance ». Parce que quand on est premier acheteur, deuxième acheteur, on a toujours plein de questions et on ne sait jamais vers qui se tourner. En fait, c'est au moment où on dépose une offre d'achat, moi, ce que je dis à mes clients, c'est quand on va déposer la promesse d'achat, vous allez voir, c'est les 2 semaines les plus intenses de votre vie. Mais mon cellulaire est ouvert. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions, je vais répondre. Puis je pense que c'est la même chose pour tous vous. Je veux dire, quand un client a des questions par rapport au produit qu'il doit choisir, Céline, tu es là pour l'aiguiller. Évidemment, on a des délais à respecter. Tout ça, généralement, est vu avant, mais quand même, il peut arriver des choses en cours de route, un pré-réno ou autre chose. Oh oui. Où là, tu es là pour les aiguiller. Puis oui, c'est 2 semaines très, 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 très intenses. Mais après ça, c'est fait, on passe chez le notaire, tout le monde a le sourire. Ben aussi, je pense que, je sais pas pour toi, Céline, puis Joanie, mais en fait, pour moi, quand les transactions n'ont pas de courtier immobilier ou ils n'ont pas de courtier hypothécaire, mais plutôt que la banque, c'est fermé, on fait des inspections, mettons, un vendredi, là, il faut qu'elle fasse rentrer les travaux imprévus. On n'a pas le temps, il faut attendre jusqu'à lundi avant de préparer les papiers, ça prend une éternité. Pour moi, quand il n'y a pas de professionnels autour de moi, à part moi à l'inspection, sont désagréables. Sont pas désagréables ces inspections-là, mais sont plus difficiles parce que les gens reposent tout sur moi. Et puis moi, j'ai aucune connaissance au niveau du courtage immobilier, j'ai aucune connaissance au niveau de l'hypothèque. Là. Moi, je regarde un bâtiment, je te dis si ça va bien ou pas. Là. Et puis moi, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des transactions, la petite pancarte verte, pour ne pas les nommer.
eh ben, je me sens vraiment seule. Je me sens vraiment seule parce qu'effectivement, les gens, autant les deux bords, hein, l'acheteur, le vendeur, ah bah tiens, il y a un courtier hypothécaire, on va l'appeler, c'est quoi ce papier, qu'est-ce qu'on doit signer? Et ben, nous, malheureusement, on ne peut pas venir interférer dans leurs transactions. La seule chose que je fais, c'est vraiment la recherche du financement, s'assurer qu'elle soit adéquate pour la personne qui achète. Mais toutes les petites problématiques, et malheureusement, dans ces transactions, on en retrouve parce qu'ils ne sont pas toujours bien aiguillés ou outillés, en tout cas. Donc, c'était très désagréable d'être le seul professionnel de cette transaction-là, effectivement. J'avais eu une inspection une fois, puis ça fait à peu près 20 minutes qu'on a commencé l'inspection. Mon client me disait, attends une minute, je reviens, je vais aller signer le contrat d'achat avec le vendeur. Là, je dis, ça n'a pas déjà été fait. Il dit, non, il dit, bon, on va signer. Il dit, c'est combien déjà j'avais acheté? Il est allé voir dans ses courriels. Il dit, on avait négocié par courriel, on avait envoyé des chiffres. Là. Il dit, il faut avoir le dernier montant qu'on a dit. Là, je vais m'assurer que c'est le bon chiffre qui est sur le contrat. Ah, wow. Je dis, oh boy, dans l'inspection. Là, ouais, pas le temps. C'est ça, c'est qu'ils ne sont pas protégés. J'en ai eu un qui m'a fait ça pour un terrain. Pareil, j'avais pas de PA. Donc, il m'a dit, bah là, on ne peut pas le faire comme ça. Je lui ai dit, non, ça prend. Et puis, ça protège vraiment aussi l'acheteur comme le vendeur. Il faut que tout soit clarifié. On n'achète pas une bicyclette, là. On achète une maison. Ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement. Encore une fois, il vaut mieux faire affaire avec des professionnels. Ouais. Sinon, c'est la notaire après ça qui est goaler, là. Ouais. Elle reçoit tout. Exactement. De mon côté, en fait, on parlait un petit peu de la partie conseil. Quand on fait l'analyse avec les clients, je trouve ça le fun d'être en premier plan parce que moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est cette rencontre-là avec les clients, de faire cette analyse de besoins financiers-là. Je pense qu'on a tous besoin, chacun de nous, peut-être un petit peu moins Mathieu, mais on a tous besoin d'avoir un petit peu c'est quoi leurs objectifs aux clients. Ouais. Oui, pour l'achat de la maison, mais pour autre chose également. Tu sais que j'en parle un petit peu dans la conférence, mais si on va acheter une maison l'année prochaine, puis qu'on veut également avoir un enfant l'année prochaine, est-ce qu'on a pris en considération tout ce que ça va impliquer? La garderie, qu'est-ce qui va arriver par rapport à l'achat de la maison? Donc, au niveau des objectifs, au niveau des produits qu'on peut venir recommander, au niveau des délais, ça vient faire une différence. Puis je trouve ça le fun parce que quand on a fait plusieurs dossiers ensemble, qu'on a été capable de se lancer la balle, ben, on avait la même analyse. On avait les mêmes objectifs avec les clients. Donc, on a vraiment été capable de les accompagner main dans la main dans leur projet, par rapport au budget avant l'achat, par rapport au budget après l'achat. Donc, est-ce que Céline avait trouvé un produit X? Donc, moi, je venais en renfort pour appuyer ce produit-là, en fait. Quelle stratégie on va mettre en place avec le produit que Céline a, avec les taux que Céline a, et qu'est-ce que ça va venir nous coûter mensuellement? Est-ce qu'on est allé en variable? Est-ce qu'on est allé en fixe? Pourquoi on a pris ces décisions-là? Donc, Céline a été capable de les accompagner. Et ensuite, quand la balle me revient, on est capable de mettre la bonne stratégie. Est-ce qu'on achète dans 6 mois? Où est-ce qu'on prend la liquidité? Est-ce qu'on va venir râper? Est-ce qu'on va utiliser le CELIAP dans 2023? Qu'est-ce qui prend? Qu'est-ce qu'il faut comme info? Fait que dans le fond, ton plan d'action, quand tu fais ça avec, mettons, tu travailles avec Céline, tu travailles avec quelqu'un de proche, justement, dans le domaine avec Céline. Ouais. Toi, tu travailles avec Céline, tu travailles sur le même dossier. Donc, est-ce que vous parlez entre vous, justement, pour le client, pour éviter que ça fasse... On va pas forcément se parler entre nous. On va toujours quand même demander l'aval au client. Des fois, il y a des clients qui nous disent oui, c'est plus simple, arranger. Vous connaissez tous les deux le dossier, mais la plupart du temps, quand même, c'est le client qui interagit directement avec nous parce qu'on a quand même. Moi, j'ai des questions que Guillaume doit poser que moi, je ne pose pas forcément. Mais oui, après, là, on en a fait un dernièrement. La cliente, elle voulait complètement changer son produit hypothécaire pour venir mettre le maximal de mise de fonds. Et là, je lui ai dit, écoute, on peut le faire, il n'y a pas de problème. On est chez le notaire dans 3 semaines. On a encore un peu de temps. Ça va me demander un petit peu de retravailler le dossier, mais on peut le faire. On reste toujours ouvert quand même aux meilleurs produits possibles pour le client, puis au choix du client. Mais je lui ai dit, ça serait bien que tu appelles ton conseiller en finances personnelles. Elle me dit, je vais appeler Guillaume pour pouvoir voir avec lui. Et effectivement, ce n'était pas la meilleure décision. Mais moi, je ne pouvais pas la conseiller là-dessus parce que je ne fais pas du placement du tout. Et effectivement, elle m'a rappelé 2 heures après en me disant, je suis allée voir Guillaume. Et on a pu valider que ce n'était pas du tout la meilleure option. Donc, ne change rien dans mon produit. Il était parfait comme à l'initial. Exact. C'est ça qui est le fun de travailler justement, je trouve, en équipe comme ça. C'est que justement, ça t'évite, mettons, un courtier hypothécaire de juste dire, parfait, on va mettre le plus gros mise à fond et on ne pose pas plus de questions. Quand que là, tu peux te dire, attends, il y a peut-être un professionnel que tu peux consulter pour avoir un deuxième avis, voir est-ce que c'est la meilleure stratégie financière ou non. Ce qui fait la différence, en fait, c'est est-ce que tu vends un produit à ton client ou tu proposes des stratégies à ton client? C'est ce qui vient faire une différence. Parce que moi, je peux proposer, avec la liquidité que le client me dit, ah, parfait, vous me donnez 20 000 comme pour investissement, parfait, 20 000, pas de question qui est posée, on l'investit, je vous propose ça,
Parfait. Céline peut faire exactement la même chose de son côté. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous voulez mettre le maximum de mise de fonds? Parfait. Voilà, signé en bas ici, tel prêteur, tel taux. Est-ce que c'est aider nos clients? La réponse est non. Si on veut venir vraiment conseiller nos clients, on doit savoir le pourquoi du pourquoi qu'ils font ça. Puis souvent, ce que moi j'entends après avoir fait une analyse, c'est ce que les gens veulent. C'est pas du tout ce que leur famille veulent pour eux ou que leurs amis veulent pour eux ou que le voisin a comme produit. Souvent, les gens, quand ils veulent acheter quelque chose d'un professionnel, une maison, un produit financier, des investissements, ils me disent « Hey, mon voisin de droite, là, ça va bien ses affaires. Il vient de s'acheter un bateau, il a pris ses CELI. Fait que moi, je veux un CELI, je vais mettre de l'argent là-dedans, moi m'acheter mon bateau dans 5 ans. » Est-ce que c'est ce que tu veux réellement? T'sais, c'est de voir avec les clients, c'est quoi la meilleure stratégie pour toi. Puis si on parle justement de ce dossier-là, ben, l'idée avec la cliente, c'est qu'elle, dans 15, 20, 25 ans, elle va avoir plus d'argent dans ses poches. Donc, on s'entend que même si on prend des rendements qui sont pessimistes, juste en montrant un comparatif, est-ce que tu veux venir sauver de l'intérêt ou est-ce que tu veux venir faire du rendement? La réponse, ça se répond automatiquement aussitôt que tu viens faire les calculs. Donc, sans rentrer dans les chiffres, là, en ce moment, on est dans les alentours de quoi? 5-6% au niveau des... Dans le fixe? Oui. On peut en parler longtemps? 5,49, voilà, à peu près. On est 5,5. 5,5. Donc, tu sais, on prend du 5,5, c'est sûr qu'il y a un effet de levier à faire là-dessus. Est-ce qu'on vient placer cet argent-là, puis on paye les intérêts d'un côté, donc on s'attend à faire du rendement quand même? Ou est-ce que... Où est-ce qu'on s'en va avec ça, en fait? Fait que c'est de voir si ça correspond-tu au profil. C'est ça, moi je suis d'accord là-dessus. Ça correspond vraiment quel est le projet du client. Parce qu'on pourrait avoir le même dossier, mais suivant la vision du client, il n'aurait pas forcément le même conseil. Et puis malheureusement, ça arrive beaucoup. Moi, c'est quelque chose que tu as dit il y a juste 2 minutes là. Vos frères, vos sœurs, le voisin, la belle-sœur, le père qui a acheté il y a 20 ans ou 60 ans quand les taux étaient à 13 ou 14%. Souvent, ils viennent conseiller les enfants. Le frère aussi vient conseiller, mais lui, c'était il y a 10 ans. Et je trouve que pour nous, des fois, c'est de rapporter au client, de lui dire, regarde, c'est nous qui sommes vraiment les professionnels et les spécialistes dans nos domaines. C'est très bien de demander conseil à tes parents, mais je pense que pour toi, ça doit t'arriver aussi, Joanie, d'avoir les visites quand les clients viennent avec les parents. Maman, papa, à la visite, c'est sûr que ça arrive souvent, en fait. Parce que c'est pas vos parents qui vont vivre là. En fait, avec des premiers acheteurs, ça l'arrive très, très régulièrement. Là. Bon, avec la pandémie, on n'avait pas ça parce que c'était très, très limité. Même souvent, je devais visiter avec papa en premier, après ça, visiter avec maman. Les enfants n'étaient souvent pas autorisés non plus pendant la pandémie. Donc, là, ça tend à changer là, un petit peu. Mais oui, je vois ça souvent, là, papa, maman qui accompagnent. Ou « Ah, attends, Joanie, on va demander à notre mère qu'est-ce qu'elle en pense. » Ou « Ah, ma mère a vu telle maison. » Mais alors que c'est pas du tout vers quoi on s'enlignait. Ça l'arrive. Bon, à ce moment-là, c'est mon rôle de redéfinir les priorités à ce moment-là, puis de leur rappeler, c'est vraiment ça que vous vouliez? Est-ce que c'est vraiment vers là qu'on s'en allait? Mais tu sais, c'est comme nous, dans nos carrières, là, présentement, on a tous des objectifs, une vision de carrière et tout ça. Évidemment, notre vision va évoluer avec le temps, là. Mais tu sais, mettons, Guillaume, si je te demande ta vision dans 5 ans, puis je te repose la même question dans 5 ans, peut-être que ta réponse va être très différente. Moi en fait, je suis un grand ambitieux. Je suis drivé par les défis. Être dans cette carrière-là, à la base, c'est un défi. Là, le défi est relevé haut la main. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je pense que mon objectif, c'était d'aider les gens. Quand je me suis lancé dans cette carrière-là, je veux en aider le plus possible. Tu veux aider le Québec, toi? Je veux aider le Québec parce que si tu aides 2 personnes dans ta semaine et que tu es satisfait et que ton objectif, c'est d'aider les gens, si ton objectif, c'est de faire comme Mère Teresa, tu ne voudras pas aider 2 enfants, tu vas aider le village. Là. C'est un petit peu ça que j'ai comme vision. Je veux aider le plus de gens possible. Est-ce que ça va être moi de A à Z qui va prendre en charge les dossiers dans le futur? Peut-être pas. Est-ce que je vais avoir besoin de juniors? Est-ce que je vais avoir besoin d'adjoints qui vont m'accompagner dans ces tâches-là? La réponse est probablement oui. Mais l'idée, c'est de cloner ma vision, d'être capable de faire un copier-coller de moi, c'est le service à la clientèle qui prévaut. On veut mettre d'avant ça pour les clients. Puis je veux vraiment offrir le meilleur service possible, mais je suis un grand ambitieux. Donc, moi, de mon côté, je pense que de continuer à faire les conférences, ça va être un must dans le futur. Est-ce qu'un jour, on va être au Centre Vidéotron? On va être au Centre Bell? Est-ce qu'on va faire un peu à la Mike Ward? On va faire notre podcast en live devant 10 000 personnes? Ça serait
épique. On s'entend, moi, c'est un petit peu... tu sais, j'ai des visions de grandeur, puis je pense que quand tu vois l'image claire dans ta tête, peu importe c'est quoi, au niveau personnel, professionnel, ça se réalise. Si l'image, elle est vivide, là, si tu la vois clairement dans ta tête, les actions que tu vas venir prendre pour te rendre à cette photo-là, c'est ce qui va venir faire la différence, puis ton corps va se rendre là par lui-même. Donc, tu sais, au niveau de ma carrière, d'ici 5 ans, je nous vois très gros, à aider le plus de monde possible, d'avoir une belle équipe en entour de nous, puis je pense qu'on est très bien parti pour ça, puis c'est l'entraide qui prévaut dans nos carrières. Toi, Céline, dans 5 ans, où tu te vois? Alors moi, ma vision, j'ai pas l'ambition de Guillaume. C'était beau, là. C'était beau, là. Moi, j'ai pas autant d'ambition que Guillaume. Moi, vraiment, ce que j'aimerais avoir dans 5 ans, c'est oui, bien sûr, on a tous envie de grandir dans notre domaine, d'en aider le plus possible. J'ai quand même envie de rester proche de ma clientèle, de pouvoir faire le dossier de A à Z, vraiment dans l'accompagnement, d'être présente au téléphone, de pouvoir être là au quotidien. Mais je ne suis pas fermée du tout à l'idée peut-être d'un jour de travailler avec des adjoints. J'ai déjà eu la chance de gérer des équipes dans un autre domaine. Je ne sais pas si j'ai envie de revivre cette expérience. Moi, c'est sûr que je réfère Céline. Céline, c'est une perle. Elle accompagne super bien. Des fois, on pourrait peut-être avoir l'impression qu'on viendrait diluer le produit, mais c'est un jour... le produit, la personne. Mais si un jour tu as une équipe, je sais qu'elle va te ressembler. Oui, puis on a déjà, franchement, quand on quitte, moi j'ai déjà des collègues qui sont capables de s'occuper de mes dossiers quand on est en vacances. Donc oui, j'aurai quand même la possibilité d'avoir une équipe qui me ressemble parce que généralement, nos collègues avec qui on a une meilleure affinité, c'est des gens qui nous ressemblent aussi sur le plan professionnel. Ouais. Donc oui, j'aurai après quand même, si à un moment ça s'imposait, bien sûr, avec grand plaisir. Mais la priorité, c'est d'être capable de bien accompagner tes clients. Là. Effectivement. Il n'y aurait pas de 80 heures semaine de ton côté avec le toupette comme ça. Puis... si c'est pour botcher les dossiers, non. Effectivement, je ne voudrais pas. Mais par contre, je veux... Parce que le problème dans nos domaines, puis on l'a tous les 4, c'est que les urgences, moi, sur des fois des dossiers, j'ai des fois 25 urgences sur le même dossier, puis il faut le faire tout de suite. Mmh. Donc, si j'ai 45 dossiers la même semaine... il y a des gens qui, malheureusement, vont perdre un peu de la qualité du service, effectivement. Donc, moi, j'ai quand même envie de rester dans un nombre de dossiers limité par semaine, mais on sait très bien que dans nos domaines, surtout avant la pandémie, maintenant, on n'a plus beaucoup de régularité. C'est tout le temps plutôt dans le hike, plutôt en bas. Mais il y a des périodes qui sont propices à l'achat des maisons. Donc, on a des périodes, c'est sûr que je ne connais pas grand courtier qui partent le 15 février en vacances au Québec. Je crois pas. Entre le mois de février et le mois d'avril, là, on s'entend qu'on est tous pas mal sur le terrain. Mais moi, je suis très ouverte à tout. J'ai déjà fait une inspection le 24 décembre. Le client m'a appelé en panique parce que justement, son inspecteur, durant la COVID, a attrapé la COVID. Donc, il ne peut pas être là. 24 décembre, l'inspection. J'étais bon. La panique. Ouais. J'étais. Mais surtout que tu as bien fait d'y être allé parce que c'est des périodes... La plupart des institutions sont fermées. Il y a beaucoup de jours de carence à cause des fériés. Et dans un dossier, si tu n'avais pas pu lui répondre le 24 décembre, le temps de retrouver un inspecteur, il aurait peut-être pu perdre sa vente. Donc, effectivement, je pense que c'est pour ça que je suis allé. D'être disponible, et ça, je pense que c'est notre force quand même. Ouais, je me suis dit, ça fera la différence. Là. Je me suis dit, je peux pas le laisser tomber. Là. Ça panique. Là. Il va perdre la maison qu'il a. Ça fait 1 an qu'il cherche. Je me dis, faut que j'y aille. J'adore que tu prends le lead là, justement, pour expliquer ça. Toi, dans 5 ans. Ça ressemble à quoi? Moi, dans 5 ans. Écoute... la photo, là. Écoute, il y a 5 ans, quand j'ai commencé comme inspecteur, je pensais pas être inspecteur. Je pensais pas être à mon compte. Fait que, tu sais, quand tu dis dans 5 ans, ta vision change. 5 ans plus tard, la vision que j'ai là, j'ai envie justement de développer des franchises dans mon entreprise. Puis avec les franchises, mais je vais avoir des inspecteurs qui me ressemblent beaucoup. J'en ai déjà quelques-uns à qui j'ai parlé. Donc, j'ai déjà maître de stage avec les stagiaires à l'association. Donc, ça me permet un peu de trouver des gens avec qui ça connecte bien, avec qui on peut bien travailler. Puis, je pensais pas qu'inspecteur bâtiment, c'était possible, mais selon moi, c'est un travail d'équipe. Donc, vraiment, je vais offrir un beau coaching à ces gens-là. Et puis, donc, on va développer une petite équipe là, de quelques inspecteurs pour pouvoir justement répondre à la demande. Là. Parce que là, je fournis pas. Là, en ce moment, tu as déjà commencé parce que je pense... Tout se reflète un petit peu à nos conférences. On veut donner de l'information gratuitement. Puis, je sais que tu as commencé, je pense, dans plusieurs agences de courtier immobilier. Oui, j'ai été invité. Sans les nommer, on est capable de rentrer là de ton côté puis d'essayer de leur donner de la formation, d'être capable d'aller vraiment leur montrer le ABC d'un inspecteur. Qu'est-ce que
ça doit faire, en fait, pour qu'eux soient outillés, j'imagine. Ouais, c'est ça, exact. Pour pas les nommer, mais vous allez voir mon Facebook, vous allez voir c'est qui. Mais dans le fond, j'ai été invité pour aller faire une présentation sur les fondations. Donc, j'ai été parler un peu des fondations ancestrales comparées aux nouvelles. Vu que j'ai une maison ancestrale moi-même, c'était quand même assez facile à discuter, puis je connais bien ça. Et puis, justement, ils m'ont réinvité pour aller parler de toiture, là, puis d'entretoit, vu que c'est mon expertise. Donc, c'est pour donner un peu d'expertise aux courtiers immobiliers pour qu'eux, d'un premier coup d'œil, ils soient capables de détecter déjà certaines problématiques. Oui, c'est ça. La fois, mon idée derrière ça, c'est que je veux essayer d'informer les courtiers immobiliers parce qu'ils n'ont pas nécessairement ils ont des connaissances générales de bâtiments parce qu'ils en voient plusieurs, mais ils n'ont pas nécessairement des connaissances profondes et bien... ils ne savent pas nécessairement cibler les problèmes. Donc, mon but, c'est d'essayer d'aider les courtiers à justement voir quelques petites problématiques qui peuvent informer le client. Puis le client, après ça, il peut décider, est-ce que je suis à l'aise à faire une inspection, à prendre du temps sur cette propriété-là, si avec les problèmes qui sont déjà là, que je vois, je suis déjà pas à l'aise. Donc, si déjà là, c'est des red flags qui me fait peur, je peux me retirer, je peux aller visiter notre maison en place. Donc, essayer de sauver le temps à tout le monde. Là. D'être capable d'outiller les gens, je pense que ça... Ouais. On a une belle roue qui tourne de notre côté, les conférences, aller voir le plus de gens possible. Ouais. On avait des beaux projets peut-être qui s'en venaient de notre côté. On aurait aimé ça, peut-être rentrer dans des entreprises. Parce que donner de l'information gratuitement également, ça passe par des jeunes dans les entreprises qui n'ont peut-être pas vu nos publications sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Donc, d'être capable d'être présent même à l'intérieur des entreprises, je pense qu'on s'en va là. Donc, dans 5 ans, où est-ce qu'on se voit? Ah, c'est ça la question au début, tu m'avais posé. Ouais, c'est ça. Okay, c'est ça. On a développé sur d'autres choses, j'ai oublié. Mais oui, dans 5 ans, où est-ce que je me vois, justement, c'est dans le fond, en fait, là, on développe justement, je développe le côté commercial et industriel aussi dans l'inspection, ce qui est un petit peu plus un niche là, comme secteur, mais je suis en train de le développer. Sinon, dans le résidentiel, où est-ce que nous, on est tous, dans le fond, dans 5 ans, je me vois justement avec une équipe assez complète d'inspecteurs, donc un petit peu à travers le Québec. Donc, j'imagine un 10 à 15 inspecteurs là, qui vont travailler avec moi. Oui, partout au Québec. Mais de toute façon, tu vas déjà pas mal de partout, toi, au Québec. Oui, je vais partout. Tu couvres une grosse partie du Québec? Genre cet été, c'est la première fois, mais je suis allé à Québec de façon régulière. Là. Donc, dans la ville de Québec, donc, pour ceux qui ne savent pas, mais on est dans la région de Montréal, donc la rive sud de Montréal, tout le monde. Et puis, dans le fond, moi, je suis allé à Québec, donc après 2h30, 3 heures de route, là, j'étais, je pense, tout l'été, une fois par semaine, là, pour 2-3 mandats par semaine. Là. On voulait remercier ta femme également pour ça, pour tes disponibilités et le fait que, c'est ça, on est partout au Québec de ton côté. Oui, mais je me déplace, mais c'est parce que je sais qu'il y a une demande partout, puis les inspecteurs qui connaissent bien les toitures, experts en toiture, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Fait que je me déplace, je vois jusqu'à la demande aller. On me chuchote à l'oreille que c'est très difficile de faire une inspection par Zoom. Donc, on doit être présent, c'est ça? Pas vraiment le choix, oui. Puis toi, Joanie, 5 ans? Eh boy, 5 ans. 5 ans. Là, moi, je viens de changer d'agence. Fait que clairement, ça remanie le portrait un petit peu. Dans 5 ans, évidemment, là, je vais être un peu plus partout. En fait, j'aimerais ça qu'on voit ma pancarte all over the place au centre du Québec, en Estrie, dans ma région. Peut-être une équipe. Je suis pas fermée à l'idée. En fait, j'aime bien dire the sky is the limit. Puis encore là, ce sera probablement jamais assez. Accompagner, guider le plus de monde possible, évidemment. Puis... peut-être trouver une petite niche plus particulière là, auprès de certains styles de maison là, avec le temps. Là. C'est à peaufiner. Quel style? Je suis curieux. J'aime beaucoup tout ce qui est en campagne. Donc, les fermettes, tout ce qui est un peu plus ancestral comme maison et tout ça. D'ailleurs, on vient de compléter une transaction là-dedans avec une maison ancestrale. J'aime le cachet puis l'âme de ces maisons-là. Puis ça attire un certain type d'acheteurs aussi que j'aime beaucoup. J'aime évidemment travailler avec tout le monde, là, c'est pas ça la question, mais les fermettes et la campagne, ça m'attire un peu plus. C'est quelque chose qui me ressemble un peu plus aussi. Puis comme toi, je suis une femme de défi, fait que il y en aura jamais assez. Je suis ouverte à tous les défis en immobilier. Il n'en manquera pas. Non, je te garantis qu'il n'en manquera pas. Des défis, chaque transaction, c'est un défi. Exactement, mais tu sais, au niveau de la prospection, au niveau de la sollicitation, puis tout ça, évidemment, là, peaufiner le tout, puis vraiment avoir le nec plus ultra de ce que je peux offrir à mes clients, puis d'être toujours à la fine pointe de ce qui sort, puis vraiment être à l'affût de toutes les nouveautés. Là. Ouais.
Dans 10 ans, y a-tu un de vous quatre que dans 10 ans, on est loin là, de ce qu'on voit dans 5? Est-ce qu'on a quelque chose de différent en tête? 10 ans. 10 ans, je trouve ça. 10 ans, c'est dans longtemps, ouais. On n'est pas à la retraite, là, juste dire aux gens à la maison. Je pense pas à prendre ma retraite un jour. Pour ma part, dans 10 ans, j'aimerais être à l'international, mais parce que je suis une grande voyageuse. Donc, clairement, quand je vois un Remax, quand que je suis en Espagne, ça m'allume. Autant... je suis comme, oh mon Dieu, je pourrais vendre des maisons sur le bord de la mer en Espagne ou en Suisse. Pas sur le bord de la mer en Suisse, on s'entend. Mais bref, vendre des propriétés à l'international, avoir des acheteurs à l'international, ça pourrait être quelque chose qui... J'ai des clients, des fois, quand on fait l'analyse, on regarde justement où est-ce qu'on s'en va à la retraite. Puis il y en a des fois qui me sortent en blague ou pas en blague du tout. Moi, j'aimerais ça avoir un petit château dans le sud de la France, des choses comme ça. Puis je trouve ça le fun d'être capable de les accompagner, même rendu là. Donc, si tu te dis, bon, OK, je vais les suivre jusqu'à la retraite. En fait, c'est beaucoup ce qui a aiguillé mon choix de nouvelles bannières, c'est que c'est international. Moi, je suis avec Remax, puis c'est vraiment international comme bannière. Donc, c'est je vais dire en guillemets, facile pour moi de dire, ben oui, on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire dans d'autres pays, si c'est ça votre objectif. Bon, à ce moment-là, évidemment, il y a des personnes qui vont devoir m'accompagner parce que ça prend... Oui, ouais, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des permis particuliers quand on fait du courtage? Je ne peux pas m'avancer sur la question en ce moment. Je suis en recherche de ces réponses-là. Je sais que je peux faire partout au Québec. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je sais que dans d'autres pays, ça fonctionne d'une autre façon. Entre autres, aux États-Unis, ça ne fonctionne pas de la même façon qu'au Québec. On ne te perd pas tout de suite. Là. Tu restes au Québec encore je reste au Québec. Je reste au Québec. Et même quand je suis à l'extérieur, il y a toujours moyen de me rejoindre. C'est vraiment pas un problème. Puis je réponds même à 3 h du matin. Oh, mais en France, il est quoi? Il est 5 h du matin? On a 6 heures d'écart avec Mais en fait, Québec, j'ai été en Espagne récemment, puis je pense pas que mes clients ont ressenti le fait que j'étais pas sur le même fuseau horaire. Bon, ils trouvent ça étrange de recevoir des courriels à 3 h du matin, là, mais même au Québec, j'envoie des courriels à 3 h du matin, donc... Des fois, j'envoie des rapports sur minuit, 1 heure, quand je suis dans un rush là, de certaines périodes d'année, là. T'es pas tout le temps dans le rush, Mathieu? En ce moment, il me semble que c'est pas mal tout le temps. Ben, c'est mort depuis 2-3 mois, là, les inspections en bâtiment. Moi, ça n'a pas slacké. Mais c'est ça, ben oui, des fois, ça arrive, des fois, minuit, 1 heure, 1h30 du matin. Là. Puis là, je reçois un message du client. Pourquoi tu m'envoies ça à cette heure-là? Puis là, je vois qu'il l'a lu, le rapport, tu sais, comme une trace. Là. Puis là, il l'a ouvert à 2h15 du matin. Puis là, je peux juger autant qu'il me juge. C'est bon. Quand il est revenu de chez eux. C'est bien ça. Question comme ça, là, on est allé un peu dans le futur, de 10 ans plus tard, mais si on revient, mettons, un peu dans le passé, Guillaume, je suis vraiment curieux, j'aime beaucoup la réponse à Guillaume là-dessus, je te connais bien, là. Je veux que les monde le sachent. D'où ça part, conseiller financier? Oh mon Dieu. Pourquoi tu fais ça maintenant? Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est quasiment un 10 minutes d'explication. C'est pas grave, on va t'écouter. On va t'écouter. Moi, j'adore la réponse, parce que je la connais déjà. Écoutez, j'ai un background syndical, moi, de mon côté. J'ai travaillé 9 ans comme machiniste. Machiniste, oui. Très ambitieux, donc j'étais le meilleur machiniste, donc j'ai poussé la note à ce niveau-là. À un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait un plateau pour moi, je devais parler aux gens, je devais être capable d'aider. Ça venait pas cocher toutes les cases dans ma tête. J'étais capable de, faire des belles pièces, faire ci, faire ça, mais il y a beaucoup de cases qui n'étaient pas cochées de mon côté. Quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour le syndicat qui était en place, c'était les TUAC 501 à l'époque, pour l'entreprise où j'étais. J'ai commencé à travailler avec eux pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était. Donc, quand j'ai vu la liberté de mon horaire, quand j'ai vu que j'étais capable d'aider les gens, quand j'ai vu que je discutais avec des gens, quand j'ai vu que je faisais de la route, je cochais toutes les cases. Puis ce que j'ai vu en tant que conseiller en sécurité financière, c'est que je venais cocher ces mêmes cases-là. Donc, quand ça a arrêté de fonctionner, justement, avec mon employeur puis le syndicat à l'époque, je me suis retourné. J'ai dit, il faut que j'aille travailler avec le public. Il faut que j'aille vendre quelque chose. Il faut que j'aille servir quelque chose. Donc, je suis allé dans une quincaillerie. J'ai été représentant interne. Et aussitôt que le COVID est arrivé, ça l'a coupé sec, comme la plupart des gens qui ont perdu leur emploi en 2019-2020. Puis, j'ai reçu un appel miracle lors de la naissance de ma deuxième petite fille. Puis ça l'a complètement changé ma vie sur un 10 cents. Je venais non seulement cocher toutes les cases, mais j'étais capable
d'avoir une liberté financière avec des stratégies que moi-même, par la suite, je venais mettre en place pour moi. Donc ça a vraiment été un gros déclic. Je venais cocher toutes les cases, puis sky's the limit. Puis je ne l'ai pas remarqué dans ma vie avant mes 30 ans, 31 ans, d'être capable de regarder le ciel un matin. Tu regardes le ciel, tu vois un nuage là, à telle hauteur, puis tu te dis « Hey, je peux aller là. » Ça, je l'ai vu quand j'ai commencé mon stage. Je suis rentré dans mon petit cubicule là, chez Industrielle Alliance. Puis je suis rentré, puis j'ai regardé dans le ciel, puis j'ai fait « Hey, je peux aller là. » J'ai vu l'opportunité que j'avais de « Sky's the limit. » Puis je pense que c'est eux autres qui sont venus te chercher. Hein? Oui, c'est ça. J'ai reçu un appel de ma directrice, Caroline Charon. Salut, Caro. Petit appel comme ça. Les services financiers, ça pourrait-tu t'intéresser? Moi, sous le choc un petit peu, comme la plupart des gens que j'appelle quand on fait de la prospection. Oui, non, je sais pas. Puis ça a vraiment été un déclic. Quand je suis allé en entrevue, je me suis senti bien dans cet environnement-là. Puis ça l'a enlevé beaucoup de mythes que j'avais en tête. On parlait de mythes tantôt, là. Je pense qu'on a tout ça qu'on voulait venir changer auprès de nos clients. C'est ça que nos conférences viennent faire. Puis je l'ai vu, moi, la différence. C'est pour moi, les services financiers, Industrielle Alliance ou autres assureurs, c'était des vendeurs d'assurance. C'était quelque chose que c'était péjoratif. C'était des vendeurs qui... Ah, tu viens d'avoir un enfant, tu as besoin d'une assurance vie. Mais ceux que tu as rencontrés, c'était justement ceux qui sont là pour leur portefeuille à eux. C'est ça la différence qui différencie des autres. Moi, j'avais rencontré personne dans ma vie à ce point-là. C'était vraiment juste les informations que j'avais de mes parents, que j'avais de mes amis. On dirait que, je sais pas, c'est la société peut-être qui nous amenait là comme pensée. Puis quand je suis rentré, puis j'ai vu que ma directrice, elle n'était pas comme ça, que mon directeur d'agence, il n'était pas comme ça, que les autres conseillers autour de moi voulaient aider, j'ai fait « On n'est pas là. On n'est pas là pantoute. » Puis quand j'ai vu que je pouvais faire ce que je voulais de ma carrière, je pouvais avoir les stratégies que je voulais, je pouvais mettre en place tout ce que je voulais, je pouvais aller faire du corpo, je pouvais aller aider une multinationale, je pouvais aller aider un particulier, je pouvais faire exactement ce que je voulais. Moi, ça m'a allumé fois 1000. Puis je drive beaucoup à l'adrénaline, puis de rencontrer un client que je sais que je peux l'aider, c'est l'apogée. Comme manger des sushis avec du champagne. Ouais. Puis, oui, c'est ça, j'allais dire, Céline, justement. Alors moi, comment est-ce que je suis tombée dans le courtage? En fait, moi, j'étais un petit peu plus âgée que toi quand j'ai eu un déclic à 35 ans. J'étais en expatriation, loin du Québec. Je suis coincée sur une île paradisiaque pendant 3 ans. Et en fait, je me suis dit... Ouais, aujourd'hui, il fait froid dehors. Et en fait, je me suis dit, t'as 35 ans, Céline. Est-ce que quand tu vas revenir au Québec ou dans un autre pays, qu'est-ce que tu aimerais faire? Si j'avais la chance d'avoir un mari qui s'occupait de la famille, je me suis dit, gars, t'as de la chance de pouvoir recommencer une carrière. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours allumée. Tout à l'heure, tu parlais de Mère Teresa, mais moi, j'avais envie... Tu sais, quand tu meurs, tu as envie de laisser une trace positive, te dire, j'ai été quelqu'un de bien. Tu sais, t'as pas envie d'être le petit requin méchant, celui que personne ne se souviendra. Tu as envie d'avoir fait un petit peu de bonheur dans la vie des gens. Donc, quand je suis revenue au Québec, je travaillais dans une grande multinationale avant de quitter. Ils m'ont rappelé et je me suis dit, non, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner là-dedans, dans cette grosse machine qui brasse beaucoup d'argent, puis qui fait un peu de la... Pas de la vente à pression, mais je trouvais que c'était toujours fais tes chiffres, et j'avais plus envie de ça. Donc, je me suis retrouvée dans une institution financière. Et là, je suis tombée amoureuse des chiffres. J'ai toujours aimé les maths, j'ai toujours aimé les chiffres. Mais je me suis dit, il me manque ce côté humaniste. Je trouvais que dans les banques, les banques ne sont pas là pour te passer de la petite crème et être gentils. Ils sont quand même là pour se faire de l'argent quand même. Donc, je trouvais que ça ne me correspondait pas. Mais ce que j'avais appris, tu sais, apprendre à regarder les portefeuilles des clients, puis il y avait des choses qui me dépassaient. Tu sais, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne conseille pas mieux nos membres, nos clients? Parce que ces gens-là, s'ils étaient conseillés, s'ils avaient une éducation financière en étant jeunes, je pense qu'on serait une province, un pays, puis une planète qui irait beaucoup mieux. C'est toujours les mêmes façons qui finissent toujours par s'en mettre plein les poches. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Donc, c'est là que je me suis dit, tiens, il faudrait vraiment que je trouve allier le domaine des chiffres, aider les gens. Et c'est un de mes patrons qui m'a soufflé à l'oreille. Moi aussi, j'avais l'ambition, avant de devenir patron, je voulais être aussi courtier hypothécaire. Et donc, il m'a expliqué un petit peu quel était le rôle du courtier hypothécaire, parce que dans nos banques, on a des représentants hypothécaires. Ils travaillent vraiment à 100% pour la banque.
Et alors que le courtier hypothécaire, il travaille vraiment pour le client, pour son bien-être, pour lui, vraiment pour la poche du client. Donc, tu vois, ce que j'aime, la comparaison que j'aime utiliser pour les courtiers hypothécaires, c'est qu'un courtier hypothécaire utilise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis quelqu'un qui représente dans une banque va utiliser toutes les teintes du bleu. Effectivement. J'adore ça comme comparaison. La comparaison, elle est folle. Juste rajouter un grain de sel. J'ai un dossier récemment que la cliente, elle m'expliquait que, il y a 2 ans, elle a voulu acheter. Il y avait une précale qui a été faite. Tout était beau. Le dossier a tombé pour une raison. X. Et il n'y avait pas de porte de sortie. On était dans une institution X avec un représentant X. Et quand la vente a tombé, le projet a tombé à l'eau en même temps. Tandis que, probablement qu'avec Céline, courtier hypothécaire, qui aurait pu avoir une porte de sortie ailleurs, ça aurait fait une différence pour mes clients. Donc, je trouve ça intéressant de justement offrir ça. C'est pas seulement de « Ah, j'étais avec plusieurs banques, j'étais avec plusieurs institutions. » Non, t'es là pour tes clients de A à Z. S'il arrive quelque chose, là, j'ai des portes de sortie. Là, on va s'arranger. Oui, puis ça, c'est vraiment le rôle du courtier hypothécaire. C'est justement, puis c'est ça qui est un peu challengeant, tu sais, quand t'aimes les maths, quand t'es cartésien, c'est d'avoir un dossier qui est monté d'une façon et de te dire où est-ce que je peux le passer, ce dossier-là. Il a une forme, par exemple, moi, je suis avec un losange. Dans cette banque-là, ils font que des carrés, eux que des losanges, que des rectangles. Il y a quand même plein d'institutions financières qui sont un petit peu plus fermées sur certains types de dossiers. Donc, c'est vraiment intéressant. Et quand tu dis qu'il y a Moi, j'ai eu un client il y a quelques semaines, il passait nulle part en refinancement. Et il m'a appelé en me disant, écoute, je sais plus quoi faire, je tente avec toi. Et 48 heures après, on avait une finale. Donc, voilà. En tout cas, il n'en revenait pas. Il m'a dit, attends, dans mon institution, ils m'ont barré en 10 minutes en me disant, c'est impossible, votre dossier ne fonctionnera jamais. Et le fait de l'avoir monté comme il faut, d'une bonne façon, puis de connaître tous les produits qui sont offerts par nos prêteurs, on est capable de le passer quelque part. Donc moi, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je suis super contente parce que j'ai l'impression de faire le bonheur chez les gens. Donc, J'ai remarqué quelque chose au niveau de la procrastination. J'entends souvent ça de la part des clients. Ah, c'était facile. C'était la facilité pour moi d'aller vers telle personne parce que j'étais avec telle institution financière. Je vais aller voir le représentant à l'intérieur. Je vais aller faire mon retrait que j'ai besoin de faire. Donc, tout est accessible. Puis, je le vois vraiment que les gens... C'est comme il y a un prix à la prudence. Hein? Il y a un prix à la procrastination. Il y a un prix à tout dans la vie. Est-ce qu'on est prêt à tasser ça un petit peu puis de vraiment avoir quelqu'un qui travaille pour nous? C'est les habitudes. Parce qu'au Québec, dans les 40 dernières années, les gens faisaient confiance à leur institution financière. Donc, eux, quand ils ont grandi dans une famille qui faisait affaire à une institution, souvent, on est dans les mêmes banques que nos parents. Hein. Mm-hmm. Et en fait, c'est ça, c'est de casser un petit peu cette habitude-là, de se dire, je fais affaire qu'avec cette institution, avec ce représentant. Mais je trouve que quand même, la nouvelle génération, ils sont un petit peu plus curieux. C'est de savoir comment est-ce qu'ils peuvent mieux placer leur argent, comment ils peuvent mieux réussir, faire un meilleur achat, quelque chose de plus intelligent. Donc, quand même, les jeunes sont ouverts à ça quand même, beaucoup plus. Puis une histoire une anecdote en fait que je peux compter sur Céline. Céline avait en fait mes parents. Donc Céline avait aidé mes parents avec la banque. Mes parents sont allés à leur banque parce que ma mère travaille chez une certaine banque. Et puis donc ils sont allés à la banque pour les prêts hypothécaires. Ça passait pas. Fallait qu'ils mettent 20% de mise de fonds, je pense, quelque chose de ridicule. Puis mes parents ils ont un dossier bien correct là. Fait que bref, il appelle Céline. Je dis appelez Céline, là, va figurer ça. Puis là, Céline, en regardant les choses, elle dit, écoutez, je peux pas accoter le prix que vous allez avoir avec la banque parce qu'il y a un taux rabais employé que ma mère a là. Donc, Céline, elle dit, dis ça, et fais ça. Dis-lui de faire ça à la place. Elle a fait la job du courtier de la banque. Du rep de la banque. Du rep de la banque. Elle a fait la job à sa place. Mon père a rappelé la banque, a tout fait ça. Genre 2 ou 3 jours, c'est réglé. Puis je dois en faire un par semaine de dossiers comme ça. J'en ai fait un il y a 2 jours. J'ai même monté le dossier pour le client. Il avait plein de plex. Il m'a dit, mais la banque veut rien savoir. Je lui ai dit, je vais te monter le dossier parce qu'il te manquait des papiers. J'ai dû passer 3 heures sur son dossier. Je lui ai tout envoyé. Le courtier, il m'a dit, mais tu lui as tout fait le travail, mais c'est le représentant qui va récupérer le dossier. Je lui ai dit, bah oui, parce que l'intérêt de mon client est plus important que l'intérêt de ma poche. Exactement. Et il y a plein de collègues qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis là-dessus parce qu'effectivement, c'est du bénévolat. Mais moi, j'ai envie de me dire, là, je me sens Mère Teresa parce que j'ai aidé quelqu'un qui avait besoin. Et puis, ça serait mon frère, je serais content que quelqu'un l'ait fait pour lui, tu vois. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça que je disais tantôt, quand on fait passer notre client avant de faire de l'argent, puis que par la suite, l'argent va revenir parce que mes parents ne parlent que de Céline. Donc, tout le monde qui a besoin d'un prêt hypothécaire, appelez Céline.
Appelez Céline. Même si C'est ce qui nous a amené là. C'est ce qui nous a amené là. Les quatre, on est là pour nos clients. Puis les quatre, je pense que ça nous revient. On a des bonnes carrières, même si on fait du bénévolat et qu'on est capable de donner des conseils X auprès de nos clients. Donc, je pense que c'est ce qui va mettre la... Puis la planète irait bien mieux si tout le monde faisait un peu de bénévolat dans son domaine. Ouais. Ça, c'est un autre podcast. Oui, ça, c'est un autre podcast parce que quelque chose que j'aimerais te parler, c'est qu'en fait, j'aimerais ça développer un côté un peu de bénévolat de ma part en inspection. Donc, essayer de trouver quelques familles dans le besoin par année. Pro bono? Oui, du pro bono, comme en inspection en bâtiment. Donc, je suis pas avocat, là, j'ai pas les études. Mais j'aimerais ça, pour trouver comme 2-3 familles par année qui ont besoin d'aide, qui ont, pour X raisons, ont besoin d'une inspection. Il faut qu'ils déménagent, mais que les besoins ont changé. Puis que justement, ils ont besoin d'une inspection en bâtiment, mais ils n'ont pas les moyens de le payer. Donc souvent, ils vont dire, je ne le ferai pas faire l'inspection, j'ai besoin du 700-800$. Il faut que je le mette de côté parce que je n'ai besoin. Et ils ont pas un bon courtier. Je le ferai pas faire l'inspection. Ben non, mais tu sais, des fois, les gens qui veulent essayer de sauver de l'argent, ils pensent qu'on prend une chance, on va en sauver. Mais, ou qui veulent sauver, de se garantir une promesse d'achat, ce qui était complètement dommage pendant cette période folle où on a vu beaucoup de dossiers qui n'avaient pas d'inspection. Puis je pense qu'il y a des gens dans les prochaines années qui vont s'en mordre les doigts. Oui, j'en fais des inspections justement de ce temps-ci depuis un an. Là, des gens qui ont déjà acheté depuis un an. Pour les valider, en fait. Est-ce qu'on est dans Schnout ou pas tant? Des fois, oui. Il y en a une justement que la tank à l'huile a coulé dans le sous-sol. C'était imbibé partout. C'est une facture de 160 000 pour décontaminer. Ah, puis surtout que c'était... Ouais, donc en plus, après, puis moi, je peux vous dire que ça, là, il n'y a plus aucun prêteur qui va vouloir gager une hypothèque sur une maison qui a eu du gasoil ou quelque chose qui a coulé. Il faut faire c'est ça, il faut faire complètement décontaminer. Ils ont fait faire une carotte dans le sol pour aller vérifier l'extent. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais ils sont allés voir. Jusqu'où c'était sale. C'est l'estimé, c'est 160 000. Maison de 380 000 à Saint-Hubert. On pense à cette femme. Ah ouais, c'est vraiment plat. Alors que s'il avait été bien accompagné, bien conseillé, il y aurait eu une inspection sur la maison. Ouais. Et probablement que il se serait sauvé le 160 000. Exactement. C'est ça, les gens sont tellement tannés, tellement pressés à vouloir acheter, je vais acheter, puis c'est tout. Mais en fait, c'est que, tu sais, quand on achète une maison, il faut être conscient que c'est le plus gros achat de notre vie. C'est quoi de prendre une journée de plus et de mettre une condition d'inspection, de faire affaire avec les bonnes personnes, puis quelqu'un qui va vraiment nous donner parce que c'est ça une inspection, c'est un portrait actuel de la maison. Voici les problèmes qu'il y a. Est-ce que vous, monsieur, madame X, vous êtes prêt à faire face à ces problèmes-là? Est-ce que pour vous, c'est envisageable? Tu sais, je veux dire, le risque pour une fissure de fondation n'est pas le même pour moi que pour toi. Au même titre que... parce que c'est arrivé sur quelques inspections, qu'on a relevé que le panneau, tu as relevé que le panneau électrique était... à problème. À problème, merci. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça change pas grand-chose. Je veux dire, je vais faire venir un électricien, puis... Ah si, mais pour moi, ça change beaucoup de choses. Mais pour Céline, ça change des choses. Un panneau électrique qui va pas. Fait que... Tu sais, c'est ça. Puis encore là, ça dépend des explications qui vont avec. Parce que je veux dire, dans une inspection, tu donnes des explications. Bon, après ça, évidemment, tu fais le rapport, mais il y a des inspecteurs qui ne donnent pas nécessairement les explications. Moi, ce que j'aime pour avoir travaillé quelques fois avec toi quand même, c'est que tu donnes beaucoup d'explications durant l'inspection. Puis le problème, des fois, il a l'air bien, bien gros sur papier quand on lit un rapport d'inspection, mais quand on prend le pas de recul... que souvent j'ai aussi et que tu as avec les clients, on arrive à dédramatiser une situation ou à leur conseiller d'autres experts pour venir évaluer le problème. Tu sais, ces clients-là, s'ils avaient été bien conseillés, il n'y en aurait pas eu de facture de 160 000, je suis convaincue de ça. Probablement. Mais tu sais, c'est ça qui est important de comprendre avec un rapport d'inspection, c'est que dans le rapport, il va être écrit toutes les... il y a une problématique, on va dire un panneau électrique qui est à changer, qui est vieux ou qui est à une recommandation de le changer. Bref, il va être dans le fond, il va être écrit les risques associés à ça. Donc, les risques, il y a des risques d'incendie, il y a des risques de brûlure, il y a des risques de briser des choses dans la maison. Donc, tous les risques sont écrits. Donc, ça fait peur un peu, dit comme quand c'est surécrit. Mais c'est pour ça que dans une inspection, ça prend 3 heures, même des fois plus avec moi. C'est parce que j'aime ça parler durant l'inspection, donner tellement d'explications verbalement, tout expliquer, tout répondre aux questions, que quand le monde lise après ça le rapport, ils font « Ah oui, Mathieu m'a dit ça. »
C'est mieux que les gens soient présents avec toi, là. Et j'ai de la misère à faire l'inspection si mon client n'est pas là. J'en ai refusé plusieurs. Puis est-ce que des fois, tu vas leur proposer d'aller voir des experts, par exemple, Pierritt, des choses comme ça que toi, tu dis, écoutez, là, j'ai des suspicions d'eux. C'est ça. Si je vois qu'il y a un risque de problématique puis que je peux pas vraiment donner l'étendue des dégâts ou l'étendue des détails, ça va en expertise. Je recommande un expert. Donc, si, mettons, genre la pyrite, ben il y a des signes que la pyrite, ben il faut savoir, y a-tu des... Je peux pas te dire si c'est grave ou non, il faut faire un test supplémentaire. Donc, même chose avec la vermiculite dans le grenier là, qui peut contenir de l'amiante. Là. Je peux pas te dire si ça en a ou pas. Est-ce que tu en vois encore beaucoup? La vermiculite, oui. Okay. On en a vu une sur une maison à Waterloo il n'y a pas si longtemps. C'est ça, mais en faisant beaucoup de maisons ancestrales, c'est quelque chose qu'on voit. Là. Ouais. C'est pas rare, là. J'en vois une fois par mois. Là. Okay. Généralement, un bon courtier immobilier, après ça, va avoir les bons numéros à vous proposer pour les experts à consulter. Là. Parce que, tu sais, il y a toujours une question de délai dans une promesse d'achat. Fait que, tu sais, faut être rapide à donner les bons experts à nos clients. C'est aussi ça notre rôle. Là. Ben, tu vois, c'est ça que j'essaie de fermer un peu cette boucle-là en inspection, d'essayer de donner un service plus complet. Je vais la faire bientôt, la formation là-dessus, pour l'échantillonnage. Donc, l'échantillonnage de moisissure, de vermiculite. Je vais pouvoir prendre les échantillons pour les amener au laboratoire pour donc, toi, tu pourrais... Donc, c'est toi qui... Oui, donc je fais l'inspection, je vois la vermiculite, je propose au client s'il veut aller... Ce qui est d'habitude recommandé de faire. C'est toi qui ferais les petites carottes ou qui... Pas la carotte, mais la fois, l'isolation dans le grenier, on t'en prend un certain montant, tu mets dans un sac. Et la pyrite, tu pourrais le faire aussi, ou ça, c'est vraiment... Ça prend d'équipement quand même, parce qu'il faut percer une sorte de carotte, donc un cylindre. Donc, quand on dit une carotte, c'est un cylindre. Et il faut percer un cylindre. Dans le fond, on va aller chercher jusqu'à la terre qui est en dessous, puis de nommer toutes les compositions, puis c'est plus complexe un peu. Ouais, c'est bon à savoir. Puis, je voulais juste, tout à l'heure, Joanie, toi, t'es tombée dans le courtage immobilier, mais comment t'es arrivée dans ce domaine-là? Ben en fait, moi, j'ai toujours eu une fascination pour les maisons. J'allais sur Centris et je me promenais sur les internets à regarder toutes les maisons. Chaque fois que je voyais une nouvelle pancarte poussée dans mon quartier, j'étais curieuse, j'allais voir. Ah ouais, les pièces sont comme ça. J'ai une fascination pour les maisons en général. Et j'aime beaucoup voir aussi les photos. Je suis très curieuse. Donc, je regarde, OK, il a placé le divan de telle façon. Ah, mais ça vient de où? Bon, ensuite de ça, j'ai eu une expérience de vente de maison avec un courtier. T'as vendu une maison, mais t'as acheté une avant ça? Non, j'avais pas acheté. Moi, j'ai déménagé avec quelqu'un qui avait déjà une maison. C'est beau. Que j'ai pas forcé à vendre, là, mais mettons qu'on a eu des discussions. Bref, donc, on met la maison à vendre et quand j'ai analysé un petit peu son travail, j'étais comme, OK, c'est intéressant. Et j'ai voulu pousser ça un petit peu plus. Puis je me dis, moi, je dois être capable de faire ça, courtier immobilier. Je pense que je serais bonne. Je pense que je serais bonne. Bon, ma mère, mes parents, ma famille me disent tout le temps, tu serais capable de vendre un frigidaire à un Esquimau. Moi, c'était pas de la vente que je voulais faire, puis je voulais vraiment comme pousser ça. Fait en parlant avec mes proches, ça rejoignait aussi ce que je faisais avant, qui était vraiment d'accompagner. Avant, j'étais avec les enfants qui avaient des besoins particuliers. Donc, j'étais comme, OK, peut-être que... Puis, je suis très, très entrepreneur dans la vie. J'avais lancé une business avant le courtage immobilier. Donc, j'étais comme, c'est la poursuite de tout ça. Tu restes un entrepreneur, tu restes un travailleur autonome. Pour moi, c'était quelque chose qui était super important. Je tiens à ma liberté d'horaire et à ma liberté aussi avec mes clients. Fait que c'était le bon chemin. Après mes études en courtage immobilier, j'ai plongé dedans 100 000 %. Je sais pas combien de maisons j'ai visitées, mais à chaque fois que je vois une maison, je suis comme Puis, dans ma tête, j'ai toujours, je vois toujours le potentiel de la maison. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Ouais. De rentrer dans les maisons qu'on voit. Partout. J'adore ça. Puis c'est aussi de voir le potentiel en arrière d'une maison. Tu sais, moi, j'ai rénové une maison, mais pas toute seule, là. En fait, nous, quand on a racheté, on a strippé le rez-de-chaussée au complet, en bon français, et de devoir prendre un pas de recul puis d'imaginer le potentiel que cette maison-là pourrait avoir. Des fois, j'ai des acheteurs qui ont les mêmes visions que moi. Des fois, il faut que je leur laisse imaginer. Puis là, ce que j'aime, c'est mes acheteurs me disent « Ah, mais Joanie, toi, tu verrais ça comment? Est-ce que tu aurais une idée pour la cuisine? » Évidemment, je ne suis pas designer, je veux dire, je ne suis pas architecte ni ingénieur, mais bon, en tant que courtier immobilier, j'en ai vu quelques-unes des maisons. Fait que là, c'est là que ça devient intéressant. Puis, tu sais, je vous en parle, j'ai des étoiles dans les yeux, j'aime bien ça. Puis, tu
sais, la même chose quand que je vais évaluer une propriété. Tu sais, j'arrive là, bon, des fois, la propriété, ça fait 50 ans qu'elle appartient à la même personne. J'ai pas nécessairement un historique. Fait que j'arrive là avec des yeux nouveaux et souvent très, très émerveilleux. Des fois, on a des drôles de surprises dans des maisons. Des fois, les maisons ont un cachet, puis c'est là, tu sais, mettons, une maison que ça fait 50 ans que c'est les mêmes personnes qui ont là. La maison, elle a une âme, elle a une histoire. Puis, tu sais, moi, ça me passionne. Tu sais qu'il s'est passé plein de choses dans cette maison-là. Puis là, souvent, les personnes vont te raconter l'histoire qui va avec la maison. Fait que quand tu la mets en vente, là, c'est riche, là. Moi, j'adore ça. C'est la partie de mon métier que j'adore le plus. Bon, évidemment, il y a tout l'aspect légal. Moi, j'ai déjà voulu être avocate dans la vie. Je sais pas si c'est pour m'obstiner, négocier ou pour la recherche, mais... Bon, la justice, c'est la transparence. Ouais, exactement. Donc, tout ce qui est l'aspect paperasse et tout ça, j'aime beaucoup quand même. Tu sais, vraiment donner la meilleure mise en marché à mes clients quand je mets une propriété à vendre, puis vraiment que tout ce que moi, j'ai vu avec mes yeux, tout ce que j'ai pu ressentir dans cette maison-là, j'essaie que ça transparaisse dans mes fiches. Puis j'essaie aussi que, tu sais, quand la visite, ça soit une expérience en soi. Fait que pour moi, ça, c'était comme super important. Puis quand les gens ils venaient visiter ma maison, quand je l'ai mis à vendre, là, j'essayais que, tu sais, ça sente bon, que ça soit propre, ça soit épuré, que les gens, ils se voient vraiment dans la maison. Puis, tu sais, encore là, qu'ils vivent une expérience, ils se disent « Hey, moi, je me vois vraiment ici, tu sais. » Quand moi, j'ai acheté ma maison, la même chose. Je veux dire, quand je suis arrivée, première réaction que j'ai eue en rentrant dans la cour, je fais « Oh, wow, les arbres aussi! » J'avais même pas vu la maison, j'étais prête à faire une offre d'achat. Je veux dire, on s'entend. T'as-tu un pain dans le four? Non, même pas. Même pas de pain dans le four. Non, mais il y avait des petits animaux, tu sais, il y avait les arbres, la nature, il y avait tout ce que j'aime, finalement. Tu mets un pain dans le four, tu mets la fan à on, ça shoot dehors. Là, ça sent... Je l'ai jamais faite, celle-là, encore. C'est ma prochaine visite libre, Matt, c'est ça que je fais. Biscuits, gâteaux, tartes. T'arrives 2 heures d'avance, tu commences à faire... Mais tu sais, moi, mettons, je partais des petites chandelles, puis je les teignais juste avant qu'il y ait une visite. Ouais, okay. Là, tu sais, s'assurer que ça sent bon. Tu sais, quand tu rentres dans une maison, puis ça sent le propre, là, tu le sais. De toute façon, le coup de cœur, il se fait dans les 5 premières minutes. C'est comme ça pour les gens aussi. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je voulais être courtier immobilier, pour faire vivre une expérience à mes clients, puis moi vivre par des expériences par le fait même, puis accompagner, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai un bagage d'aider les gens, d'accompagner les gens, puis de les amener plus loin. En fait, à ce moment-là, c'était des enfants. Mais là, maintenant, j'accompagne des acheteurs, des vendeurs, les amener plus loin. C'est à peu près la même chose, non? Un adulte qui achète une maison ou un enfant qui est dans une carte de... Ouais, des fois, c'est les parents que j'accompagne, mais ouais, ça peut se ressembler. C'est la même chose, ça accompagne aussi des fois les parents? Oui, c'est ça, exactement. Des fois, j'accompagne les parents. Oui. Des fois, papa, maman, il faut prendre un petit step back. T'as-tu déjà eu sur des visites, justement, avec, durant la COVID ou avant, là, t'as-tu déjà eu des visites, justement, avec la famille au complet, les grands-parents, Ouais, pas pendant... en fait, quand les visites étaient un peu plus permissives, là, donc cet été, j'ai déjà eu la délégation au complet. OK. Ouais. Papa, maman, frère, enfant. Je pense qu'on était comme... T'en as eu des questions, c'est sûr. Oh my God. Ouais, puis c'est parce que là, c'est que la visite est très, très longue. C'est une visite guidée, là. Ouais, c'est ça. C'est une visite guidée. Puis moi, j'arrive toujours d'avance à mes visites. Ça, c'est bien, parce que c'est pas tous les courtiers qui arrivent d'avance. Non, c'est ça. J'arrive toujours d'avance. Je fais toujours un petit tour de la propriété avant. Question, bon, de cibler les choses que j'ai vues dans la déclaration du vendeur et tout ça. Excuse-moi de te couper. Est-ce que tous les courtiers font ça? Faire une visite avant, un petit tour rapide avant, s'assurer que tout est de l'avant pour le client? Non, c'est pas tous les courtiers qui font ça. Je sais, j'en connais quelques-uns là, qui le font. Mais non, moi, j'arrive toujours un peu d'avance. Ouvrir la fenêtre quand ça sent le renfermer, des choses comme ça. Ouais, ouvrir les lumières, prendre le pouls de la place. T'sais, des fois, il y a des cadeaux des animaux autour. Fait que, s'assurer qu'on guide bien nos clients à travers ça. Des fois, c'est juste aussi de regarder notre déclaration du vendeur puis de faire comme « Ah oui, j'ai lu telle information dans la déclaration du vendeur » puis d'aller voir la vitre cassée est où. Fait que c'est vraiment d'aller voir ça. Est-ce que tout est fonctionnel dans la maison? Et est-ce que tu parles au courtier inscripteur avant, au téléphone? Donc, vous avez quand même un échange. Mais pas nécessairement au téléphone. Nous, on a un système qui s'appelle Imo Contact. Fait que souvent, pour réserver la visite, il faut qu'on passe par Imo Contact. Puis, si j'ai des questions, là...
Tu peux j'ai lui en vu parler en pendant même les temps. photos, oui, exactement. Puis, dans le fond, on pose nos questions qu'on a besoin de savoir. Puis même des fois, c'est après la visite, bon, il vient certaines interrogations de mes clients. À ce moment-là, ben, je m'assure d'aller chercher les réponses adéquates, là. Puis est-ce que le courtier inscripteur, des fois, est présent pendant la visite? Est-ce que ça t'arrive? Oui. Oui. Souvent, pendant les visites qu'on a eues durant la pandémie, le courtier inscripteur était là. Les vendeurs sont rarement présents maintenant. Ça m'est arrivé là, quelques fois qu'ils étaient là. Mais... Est-ce qu'ils ont le droit ou pas le droit? C'est quoi? C'est une réglementation ou non? C'est pas une réglementation. Ils peuvent être là, il n'y a pas de problème. Quand ils sont là, bon, on demande que quand même les acheteurs puissent faire leur tour. Qu'ils ne soient pas fliqués indépendamment. C'est ça, c'est parce que justement, les acheteurs vont être plus gênés, ils vont moins... Ben la façon que je fonctionne, je dis toujours à mes clients, on garde nos questions, nos commentaires pour lorsqu'on va sortir de la maison. On va prendre un petit temps pour faire un compte-rendu. T'sais, quand on fait une visite de maison, évidemment, là, après ça, le courtier collaborateur doit faire un compte-rendu au courtier inscripteur. Là. C'est la moindre des choses de dire la maison est-tu retenue ou pas. Si elle n'est pas retenue, c'est quoi les raisons qui font qu'elle n'est pas retenue. Puis si elle est retenue, ben c'est parfait. Ça donne une indication au courtier inscripteur. On va probablement avoir une offre. Fait que lui aussi, c'est possible de dire à ses vendeurs, ben on est-tu sur la bonne voie? On n'est-tu pas sur la bonne voie? Ça nous donne un portrait parce que nous, on peut avoir une opinion, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a la même opinion. Donc, c'est ça. Fait que moi, je dis souvent à mes acheteurs, on va garder nos commentaires, nos questions pour la fin. Quand on va sortir, c'est plus respectueux également là, de faire ça. Cool. Fait que c'est pas mal ça. Mais merci. Est-ce que vous croyez que nos clients dans le futur vont avoir un petit peu plus de difficultés à acheter une résidence que dans les 5-10 dernières années? On prend le cas type de quelqu'un, il y a 10 ans, qui... je vais commencer à mettre de l'argent de côté de mes payes, je vais la laisser dans mon compte chèque jusqu'à temps que j'aille ma mise de fonds. Est-ce que ça devient de moins en moins possible? De votre côté, vous en pensez quoi? Alors, moi, je vais commencer parce que je sens que ça me concerne pas mal, cette question avec la hausse des taux. En fait, déjà, je pense qu'on est dans une période où, par rapport aux jeunes qui ont commencé à travailler il y a 10 ou 15 ans, les salaires sont plus les mêmes qu'avant. Donc, on voit quand même que les salaires ont beaucoup augmenté. Ils sortent de la fac, ils font des salaires monstres. Nous, on ne faisait pas ça quand on avait 22, 23 ans. Donc, c'est quand même... La mise de fonds, oui, on le sait qu'avec ce qui est en train d'arriver en ce moment, la hausse de taux qui devrait... Puis là, je ne veux pas trop m'avancer non plus longtemps parce qu'il y a tellement eu des variations dont personne ne s'attendait, sauf peut-être un illuminé qui était... Encore là, on n'a pas de boule de cristal pour prédire le marché. Exactement, même moi, dans le marché immobilier, la hausse ou la baisse du prix des maisons, j'ai pas de boule de cristal pour prévoir ça. Mais moi, je pense qu'on va retourner à quelque chose de pas aussi fou que pendant la pandémie, parce que là, pendant la pandémie, on avait des augmentations... Beaucoup d'augmentation de ventes. Bon, ça a été vraiment des chiffres. On a fait des ventes les plus grosses des dernières années. Ça a été là pendant la pandémie. Je pense qu'on va retourner sur une période un peu plus de normalité. La mise de fonds, ça va leur prendre peut-être, oui, un petit peu plus de temps. Mais là encore, toi, tu vas avoir un nouveau produit qui sort qui risque d'être quand même assez avantageux. C'est un petit peu là où je m'en allais avec ma question, en fait. Là. C'était quasiment une question pour moi que je venais me plugger. Tu veux dire le miroir? Ouais, c'est ça. Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais de façon transparente, je pense que c'est un petit peu plus difficile que ça l'était. On se cachera pas que même moi, je me prends pour exemple, là, ça a été seulement dans un compte chèque. Donc, il n'y a même pas eu de rap qui a été fait. Il y a eu beaucoup de pertes que j'ai eues de mon côté pour l'achat de ma première maison. Mais je crois que le plus-value, puis moi, ce que j'aime de mon travail, c'est d'être capable de montrer le plus-value de mes conseils. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce qu'on va l'investir, cet argent-là? Est-ce qu'on va l'investir en REER pour venir le rapper? Est-ce qu'on va l'investir en CELI? Est-ce qu'on va venir rapper? Ou là, ce qu'on va avoir en 2023, probablement janvier, février, il y a quelques institutions financières qui vont l'avoir, c'est le CELIAP. Donc ça va vraiment venir faire une grosse différence parce qu'on va être capable d'avoir une déduction de notre revenu un petit peu comme le REER. Puis on va avoir du rendement qui va être fait à l'abri de l'impôt de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment un coup de pouce du gouvernement pour être capable d'acheter une première maison. C'est quelque chose que les gens doivent se renseigner parce que c'est de l'argent liquide, gratuit qu'ils vont être capables d'avoir pour l'achat de leur première maison. Tu as dit quelques institutions. Ouais, ben en fait, c'est supposé arriver au mois de janvier, mais on s'attend pas à ce que toutes les institutions financières fassent comme « Hey, nous, on a le CELIAP ». Parce qu'on s'entend qu'une institution financière doit mettre les choses en place, doit offrir le produit, doit offrir... Ça va être un petit peu comme une pochette fiscale, là, le CELIAP. Ça va être le même principe qu'un REER ou un CELI. Donc, on va venir mettre de l'argent à l'intérieur.
On va pouvoir probablement sélectionner nos fonds. Est-ce qu'on va y aller dans quel type d'investissement on va aller? Est-ce qu'on va le laisser en compte épargne? Peu importe. L'idée, ça va être que c'est une pochette fiscale pour l'achat d'une première maison. Puis est-ce que ce produit-là, il est vraiment... Est-ce que toute la réglementation, toute la loi est vraiment passée dessus? Est-ce que ça y est, on a vraiment une idée de comment est-ce qu'il va fonctionner? Comment est-ce qu'on le retire? Est-ce qu'on doit le rembourser comme le... Est-ce que les conjoints, si on est en couple avec quelqu'un, on pourra pas s'en servir? Ça va ressembler pas mal au RAP de ce qu'on a comme information. Okay. Le RAP, rapidement, le RAP, on devait être soit premier acheteur et ne pas résider dans une résidence qui est propriétaire par soit notre conjoint, ou acheter une résidence que ça fait 4 ans qu'on est locataire. Donc, il y avait certaines réglementations par rapport à ça. Tout ça va ressembler au CELIAP, ça va ressembler à ça. On va avoir un 8 000 $ maximum qu'on va pouvoir venir mettre annuellement. Donc, souvent, les projets, les clients qu'on a déjà pris en charge pour l'achat d'une résidence, pour une première résidence, ben souvent, le CELIAP va être intéressant si on n'avait pas de stratégie de RAP. Mais le petit accro qu'on a, c'est qu'on ne pourra pas utiliser les deux. Ah bon, on ne pourrait pas faire une partie en RAP et une partie en CELIAP? Non, ça, c'est l'information qu'on a. On ne pourra pas rapper et aller chercher de l'argent de notre CELIAP. Donc, ce que ça vient impacter, en fait, c'est que le CELIAP, le troisième avantage qu'on avait après le rendement libre d'impôt et la déduction, on avait également avec le CELIAP le fait qu'on n'a pas à le rembourser. Parce que le RAP, en fait, comment c'est qu'on est capable d'avoir la déduction d'un coup, si on veut, et de retirer nos REER. Donc, on avait une liquidité supplémentaire pour l'achat de notre première maison. Ouais. Et on devait le rembourser avec un 2 ans de sursis. On avait 15 ans après pour venir rembourser ce montant-là. Ça, c'était une option. Puis la deuxième option, c'était de venir rembourser l'impôt qu'on a eu. Donc, les retours d'impôt qu'on a eu sur tous les investissements en REER, on venait les rembourser sur, encore là, un 15 ans. Donc, c'est soit qu'on le payait sur notre revenu ou qu'on le remettait en REER. Donc, avec le CELIAP, on avait cet avantage-là en plus qu'on n'a pas à le rembourser. Donc, au niveau du budget pour les clients, pour les jeunes acheteurs qui vont acheter dans 3, 4, 5 ans puis qui ont un projet concret, semi-concret, ben, eux, le CELIAP va vraiment venir changer leur vie. C'est pas un produit pour les clients qui pensent acheter dans la prochaine année. C'est vraiment... Il y a une chose qui va être très intéressante pour les gens qui veulent acheter l'année prochaine, c'est ceux qui ont l'argent déjà liquide. Qui l'ont pas placé nulle part. Si tu as cet argent-là cash... Non, mais c'est que 8 000. Oui, c'est ça. Oui, mais ça reste que si tu mets 8 000 là, dans un CELIAP, OK, en claquant des doigts, tu viens de diminuer ton revenu de 8 000. Ouais, qu'est-ce que ça fait comme retour d'impôt? Donc, on estime... dans quelle tranche? Environ une trentaine de pourcents, là, si on se fie à notre braquette, à notre taux marginal d'imposition, mais ça reste que, on peut estimer un retour d'impôt peut-être entre 2 500 et 3 500. C'est à vérifier avec notre comptable, mais c'est en claquant des doigts, on a ce montant-là qui apparaît. Puis les gens aiment ça, avoir un 2 500 qui arrive dans nos poches. Donc, on a des frais de notaire, on a une partie de la taxe de bienvenue, donc c'est beaucoup de choses juste en claquant des doigts, qu'on peut venir rembourser avec le CELIAP. Donc, ça vaut la peine des fois, si on prévoit acheter en 2023, ben, de regarder les institutions qui vont l'avoir. Ouais, donc, ceux qui n'ont pas de REER, par contre, ou qui ne pourront pas avoir le RAP. Ceux qui n'ont pas en tête de venir rapper exactement. Donc, parce que s'ils veulent rapper le maximum, qui est 35, 70 pour le couple, ben là, justement, le CELIAP va venir un peu empiéter là-dessus. Donc, eux ne pourront pas bénéficier de ça. Puis, on sera plafonné à combien avec le CELIAP? Le CELIAP, ça va être 40 000. Donc, on va avoir 40 000? Exact. Ouais. Ça va être... Mais c'est intéressant parce que quand tu prends ça en considération, j'ai pas mon laptop devant moi pour faire les calculs, mais juste pour vous expliquer rapidement, si on vient mettre un 8 000 $ par année, OK? Et qu'en plus, on fait du rendement sur cet argent-là. On fait 8 000 $, on le met à l'intérieur de notre CELIAP, on fait du rendement. L'année d'après, on a notre retour d'impôt de notre taux marginal d'imposition qui vient rentrer, qui nous permet de venir cotiser à notre 8 000 encore, de venir remettre de l'argent et on fait toujours du rendement sur notre taux d'impôt, ce qu'on met à l'intérieur. Donc, on a toujours une capitalisation qui se fait. Donc, j'ai fait des illustrations avec des clients qui veulent acheter dans 5-6 ans, puis on était rendu avec des montants dans les 65, 70 000. Puis t'en fais quoi, justement? Parce qu'on a le droit de prendre que 40. On en ferait quoi des 15 ou des 20 qui restent dans le compte parce que ça a fructifié, tout ça? Est-ce que ça, après, on peut les transférer sur notre CELI ou dans notre REER? Comment ça va se passer, ce qui reste en plus? Ben, en fait, je pense que ça va vraiment prendre une autre capsule, Guillaume. On va falloir faire peut-être pas un podcast, mais on va faire des vidéos là-dessus, ça c'est sûr, pour au moins venir... Fait qu'on va inviter les gens, dans le fond, à nous suivre sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Ouais, ben ça c'est un must. Je pense que s'ils écoutent le podcast, il va falloir regarder Instagram,
TikTok, YouTube Shorts, on va être partout un Ouais. petit peu. Donc, l'idée, c'est de Ben, donner... en fait, on est déjà partout si vous voulez nous suivre, soit sous nos noms respectifs. Donc, pour Mathieu, c'est les inspections Lévesque. Pour moi, Joanie G. Parenteau, courtier immobilier. Guillaume, c'est en devenir. On travaille Écoute. là-dessus. On y va. On y va. Céline aussi. Nous, on a déjà Sinon- Instagram et Facebook. Oui. Sinon, les intervenants de l'immobilier, on a une page et Oui. un groupe où on vous annonce là, et on vous montre quelques petites vidéos en primaire. Oui, parce que chaque mois, quand même, on a quand même nos conférences. Oui. Puis chaque mois, elles sont différentes. On a Exact. quand même un roulement sur nos conférences. C'est gratuit, c'est en Zoom, c'est facile d'accès. Donc, Est-ce qu'on doit apprendre à danser pour faire les TikTok? Ou... Non. Non? Non, Ok, je on vous est safe. annonce, on est Ok. safe, pas besoin d'apprendre à danser. C'est un peu poigné, c'est pour ça. Là. OK, comme un 2x4. Ouais, c'est ça. OK, Ok. c'est bien. Des bons conseils, mais écoute, la Ben, danse... Ouais, nos capsules vidéo, généralement, on donne des bons conseils. Si jamais vous avez des questions que vous aimeriez qu'on réponde en podcast, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Ça serait le fun. On parlait d'exemple, là, pas d'exemple, mais de où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, dans 10 Ouais. ans, mais tu sais que nos podcasts soient basés seulement sur des questions qu'on a eues de nos clients, ça serait incroyable. On aurait vraiment du jus pour être capable de on faire des pourrait. bons podcasts. C'est cool, ça. faudrait faire des podcasts à temps plein, en fait. Plus le temps de voir nos clients. Fait que envoyez-les pas de questions, laissez faire ça. Mais, tu sais, si on revient rapidement sans déborder sur le sujet du CELIAP, je pense que de mettre des stratégies en place, ça va vraiment venir faire une différence dans le futur. Parce que de laisser ça aller dans notre compte chèque, je pense que c'est pas la meilleure stratégie. Donc, tu sais, appelez un conseiller en sécurité financière, appelez-nous, posez des questions, ça va nous faire plaisir de vous aider. On est Surtout là pour les ça. questions. Il y en a pas trop. Je pense qu'il y a aussi du monde qui sont trop gênés de poser des questions des fois. Mais que, tu sais, pour les 4, ça peut être n'importe quelle question, de la question la plus basique ou la plus complexe. Ça va nous faire plaisir de De toute façon, répondre. toute question est toujours une bonne question. Les gens ont des fois peur d'avoir l'air niaiseux, mais Je pense qu'on est 4 personnes très, très accessibles. Puis Oui. je pense que notre mission est claire. On veut aider le plus de gens possible. Fait que n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser des questions. Sur ce, Merci tout le monde. Merci Merci. d'avoir été là. Ceux qui ont écouté jusqu'au bout, merci de nous accompagner dans ce podcast et on se voit au prochain. n'oubliez Merci pas à de vous tous. avoir Merci tout le donné.